peux performer en 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Et peut-être même aujourd'hui encore moins avec l'intelligence artificielle. Et Trump a vraisemblablement prévu un speech pour le 8 juillet. Comme quoi, l'espèce humaine n'est pas seule sur Terre et qu'il y en a qui dorment avec le téléphone sous l'oreiller, quoi. Allumé en plus. Il faut le mettre de côté, quitte à être dans une autre pièce. J'invite tout le monde à considérer le jeûne parce qu'il y a très peu de contre-indications. C'est le meilleur outil gratuit qui est disponible pour vivre plus longtemps, mais surtout pour aussi regagner en souveraineté, de contrôle. Les gens qui font la grève de la faim, ils peuvent sans aucun problème durer 30 jours, 40 jours. Tellement de trucs à faire. Cet homme, il a vendu 3 boîtes et il est aussi l'homme dans le top 100 de ceux qui rajeunissent le plus au monde. Bah, c'est le Brian Johnson français. Il se nourrit quasiment exclusivement de sardines. Est-ce qu'on peut tous rajeunir? Est-ce qu'il y a des habitudes, des tips? Mais tu as d'autres façons de mesurer ton âge biologique. Bienvenue à tous dans À Poil et sans filet, le podcast des entrepreneurs sur des sujets brûlants. Aujourd'hui, je reçois Serge Allen. Il est coach en longévité. Il est aussi dans le top 100 des hommes qui rajeunissent le plus, selon un classement élaboré par Brian Johnson, l'américain. Donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet brûlant qui est comment rajeunir. Est-ce qu'on peut tous trouver la poudre de jouvence, la pierre de jouvence plutôt? En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Je vous l'ai fait en mode Guillaume Play. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre 5 sur 5, à vous abonner sur les plateformes et aussi à partager cet épisode parce que c'est comme ça que le podcast grandit. Donc merci beaucoup et salut Serge. Salut Mathieu. Comment tu vas? Très bien. En même temps, tu ne vas pas me répondre le contraire. Ce serait un peu insultant. Faut être exemplaire. Faut être exemplaire. Serge m'a dit je vais bien 99,9% du temps. On verra. Allez, 90. 90 pour être gentil. Tu es modeste. Écoutez, je vais vous présenter Serge d'abord pour commencer cet épisode. Tu es un serial entrepreneur qui a commencé dès le lycée. Tu as commencé ta première boîte, tu avais 19 ans et tu as revendu la première à 25 ans. Puis tu as cofondé Tids qui a été revendu à Altis. Tu feras un 3e exit en 2023 aux États-Unis. Bref, tu as gagné des millions, tu es devenu investisseur, tu as plus de 70 participations à ton actif. Pourtant, ce n'est pas le plus intriguant chez toi. Dans un monde où l'espérance de vie stagne, toi, tu rajeunis, tu as 45 ans, mais les marqueurs biologiques, la science t'en donne 10 à 15 de moins. À l'âge de 35 ans, une blessure de fatigue en jouant avec ta fille te pousse à changer radicalement de vie. Et c'est là où tu t'intéresses à la question de la longévité en mode hacker, puisque c'est ton parcours initial, hacker informatique. Donc, tu pratiques le jeûne intermittent depuis 10 ans, tu te nourris quasi exclusivement de sardines. Ça te fait rire à chaque fois. Et tu penses que la Sécu devrait rembourser les médiums. Donc aujourd'hui, tu es dans le top 100 des gens qui rajeunissent biologiquement, comme on l'a dit au début. Donc c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on peut tous rajeunir? Est-ce qu'il y a des habitudes, des tips, des choses à faire qui permettraient à chacun d'en arriver à ton stade et de profiter de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, peut-être même arrière-petits-enfants? Donc aujourd'hui, on va parler de ton histoire, on va parler des habitudes de longévité qu'on doit tous adopter et on finira par des expériences paranormales que tu as vécues, des expériences de sortie de corps notamment et puis de rencontres avec des extraterrestres. Donc vous allez voir, ça va monter tranquillou dans le chez PR avec Serge aujourd'hui. Donc restez accrochés, restez jusqu'au bout. Ça va vraiment être un super épisode. Super, merci pour l'invitation. Génial. Alors écoute, ma première question... T'es entrepreneur, bon alors après effectivement t'es quelqu'un d'autodidacte, tu es un petit peu anti-système, mais quand même tu es entrepreneur, t'as fait beaucoup de boîtes, tu as aimé forcément l'argent à un moment donné de ta vie pour en faire, et puis après tu es devenu coach en longévité. Donc comment on en arrive là? Et aussi, est-ce que tu peux tout simplement nous dire ce que c'est qu'un coach en longévité? Alors comment on arrive là? Je pense qu'il y a l'expérience de la vie, il y a l'âge, il y a le fait d'être parent, il y a plusieurs choses quand même qui s'articulent, on va dire, dans une vie. C'est pas overnight. Il y a 4 enfants, c'est ça? 4 enfants, oui. Comme tu l'as dit, en fait, il y a aussi des événements clés dans la vie qui font qu'on percute, on prend conscience, on se dit comment c'est possible, ceci, cela. Et puis, entreprendre, c'est très difficile, comme on le sait. Et donc, il y a une forme de souffrance, de difficulté, parfois même de trauma. Je veux dire, on peut être traumatisé de l'échec et de repartir, etc. Donc, c'est pas tout blanc. Dans mon cas précis, c'est une blessure bête et méchante en squattant dans ma salle de bain avec ma fille. En fait, mon ménisque a explosé. Mais il a explosé de telle sorte que j'ai cru que je pouvais me le remettre. En fait, je pensais que c'était juste un petit déchaussement. Et en fait, non, anesthésie générale, opération, etc. À l'époque, j'étais à Londres.
Et là, j'ai un petit peu reflété tout ça. Pourquoi, comment c'est arrivé, ce truc-là? Comment j'ai pu arriver en fait à un niveau de faiblesse, de fragilité, mais tu vois, corporelle, musculaire, entre les délivres de l'époque, le stress de la boîte, machin, etc. Bon, bref, c'était quand même compliqué. Alors que j'ai toujours été en bonne santé, sportif, tu vois, donc ça peut arriver à tout le monde en réalité. Et c'est des épisodes de vie comme ça qui te marquent d'une certaine façon. En tout cas, si tu es réceptif à ça et que tu prends, tu Prends tires conscience, quoi. voilà, tu prends conscience, tu tires la leçon et humblement, bah, tu reflètes tes erreurs et tu travailles sur toi, etc. Ça, c'était un petit peu mon cas. À partir de ce moment-là, je me suis dit plus jamais. Plus jamais. D'ailleurs, à l'époque, j'étais devenu vegan parce que j'ai testé tous les régimes. Mais j'étais un petit peu traumatisé de l'époque de la façon dont on traitait les animaux. Au UK, il y avait très peu de viande de bonne qualité aussi, donc ça m'a accéléré mon changement et je m'étais mal préparé. C'est important ça. Et du coup, ça m'a affaibli encore plus vite avec le stress de l'entrepreneur, les machins, tu dors pas, bon, ouais, tu connais le truc. Et du coup, je me suis dit plus jamais, je vais redevenir fort dans toutes les facettes de la force. Pas seulement le muscle, machin, etc. La force mentale, la force métabolique, comment créer de l'énergie et en fait durer plus longtemps, comment regagner aussi de la fonctionnalité, de la mobilité, de la force au niveau de l'articulation que j'avais perdu. Mine de rien, pendant des années, j'avais le genou un peu faible. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai jamais été opéré en fait. C'est très, très étonnant, ça prend du temps, il faut aussi être patient. Et puis après, bah, c'est une combinaison d'événements, je dirais, plus spirituels, ça on va peut-être en parler, qui m'ont amené à une sorte de meilleure compréhension de l'être que nous sommes. Pas seulement une chair avec des muscles et puis des fonctions vitales, mais des choses plus subtiles qu'on ne voit pas forcément, auxquelles je me suis énormément intéressé, et notamment avec ma femme et grâce à ma femme qui est devenue médium. Où là, j'ai dû complètement revisiter ma conception du monde, mais aussi de l'expérience humaine, enfin de l'expérience terrestre, on va dire, sur Terre. Pour que c'est du sens, à la fois pour mon scepticisme très dur. Donc là, je rassure peut-être les gens, et je viens d'un milieu extrêmement cartésien, scientifique, sceptique. Et pendant 3-4 ans, j'étais déjà dans le refus catégorique de ce genre de truc complètement... Chez Enfin, PR, quoi. ouais, Tu pouvais perché pour réfléchir. moi, Ouais. vraiment loin, loin, loin de mon univers. Donc je reviens de très, très loin. Enfin, je reviens, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, encore une fois, par humilité, j'ai pris le soin et le temps et l'énergie et l'argent aussi pour investir de mon temps dans ces recherches-là, pour comprendre en fait l'invisible d'une certaine façon et inclure en fait ce que les gens. Alors je dis ça, les gens sont sceptiques beaucoup en Occident, mais tu as plus de 50% du monde qui est absolument ouvert en fait à ces sujets énergétiques, invisibles, spirituels. Pas du tout religieux, hein, spirituel au sens vraiment de qu'est-ce qu'est la conscience, quelle est l'énergie notre soi supérieur, etc. Ce genre de concept, hein. Ça, c'est le grand de l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, l'Inde, bien évidemment. Même pas très loin dans l'Europe de l'Est, hein, il y a énormément de... Donc, et si c'est pas occidental, c'est tabou dans les pays occidentaux pour certains courants. Et après, il y a les religions qui portent un peu cette part de spiritualité. Mais je ne parle pas de cette part-là. Je parle vraiment de la fondation même de la conscience. À côté, bien sûr, de l'essentiel qui est le corps, qui est le véhicule de notre expérience, selon moi, et bien sûr le mental, qui a sa façon d'articuler un petit peu les deux, ou de créer une forme de cohésion, mais pas que. Voilà. Et finalement, le coaching, pour répondre à ta question, c'est d'une part une meilleure compréhension de ce que je décris. Qu'est-ce qui fait que dans ton corps, pour commencer, donc le côté matérialiste, c'est important, c'est pas matérialiste, on parle souvent de matérialiste versus spiritualité, c'est pas du tout incompatible, hein. Il faut vivre la matière en fait pour vivre ton expérience ici et maintenant, mais il y a autre chose. Mais le matériel, tous les jours, quand tu entreprends et que tu performes et que tu te lèves et que tu dois commencer en plus à mentaliser, processer énormément d'informations pour, entre guillemets, réussir, tu as besoin de ton corps. Si ton corps te lâche, tu n'as pas compris comment ça fonctionnait, comment tu peux durer, comment tu peux être hyper alerte, hyper stable cognitivement, et puis en même temps pas avoir de upside down en fait, sur tes hormones, ta digestion, etc., tu vas vraiment perdre au change. D'ailleurs, je pense que tu peux performer en 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Et peut-être même aujourd'hui encore moins avec l'intelligence artificielle. Et c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est vraiment en fait une connaissance appliquée qui fait que tu ressens déjà dans ta chair en fait cette performance.
cette stabilité cognitive qui fait que tu es dans un flow state. En fait, tu es hyper présent, sharp, tu vois, t'exécutes un peu comme une machine. Et en même temps, pour ce qui est des performances du day-to-day, si tu veux faire du sport, etc., tu vas le ressentir autrement aussi. C'est une réalité. Force, endurance musculaire, mobilité éventuellement, mais ça c'est un petit peu autre chose. Et si tu veux, tu vois, nous le vulgariser, nous le rendre vraiment très simple, cette notion de longévité, du coup, de ton métier aujourd'hui, qui est d'accompagner principalement des dirigeants à vivre plus longtemps ou à rajeunir, je ne sais pas exactement comment tu le vois, tu le décrirais comment? Bah, en fait, ça dépend d'où on part, avec qui, naturellement, et où est-ce qu'on veut aller. Parce que tout le monde n'a pas la même histoire, les mêmes traumas, les mêmes problèmes, les mêmes vies familiales, etc. Bref. Donc, on ne peut pas révolutionner 10 à 20 ans de troubles ou de façon de vivre comme ça en 3 mois. Donc, il faut aussi entendre la volonté, l'envie et d'où on part pour aller créer une stratégie en fait, de changement sur les 9 mois et plus, etc. Bien sûr, on peut très bien être efficace sur du court-termiste. Hein. Moi, mon but, la longévité, comme le dit, comme c'est bien défini, c'est pour durer. Donc, tu as des hacks ou des façons de faire qui peuvent vraiment, de façon court-termiste, aller chercher l'efficience, l'efficacité et la performance. D'accord ? Et ça se trouve, elle ne sera pas du tout, on va dire, mentale ou psychique ou spirituelle. Tu vas très bien vouloir juste te remettre dans le droit chemin d'un point de vue purement métabolique, corporel et puis hormonal. Tu vois, et puis, en fait, tu vas être une machine. OK, pourquoi pas ? Et puis après, si tu t'ouvres à davantage de choses, peut-être que tu vas aller explorer des choses plus subtiles où là, tu vas devoir passer par l'expérience. C'est pas seulement de la théorie et un peu de pratique corporelle, ça va être vraiment des choses plus subtiles que tu n'as jamais travaillées. Par exemple? Bah, il y a des gens qui savent pas méditer. Ils savent pas se poser sans avoir un afflux mental de pensées, de questions. Ça bouillonne, c'est ingérable pour eux. Tu vois. Souvent, ça peut être des gens qui ont du mal à dormir aussi. Quand tu dors pas, tu n'arrives pas à t'endormir en 15 minutes ou même en 5, même si 5, ça peut être parfois un signe de trop de fatigue qui fait que tu t'écroules tout de suite. Et les gens, ils restent 1 heure, 2 heures avant de s'endormir. Comment tu arrives à calmer la charge mentale qui fait que même quand tu es allongé et qu'il fait nuit, bah en fait, ton cerveau continue à fonctionner. Tu n'arrives pas à découpler. Tu n'arrives pas à descendre, en fait, si tu veux, en fréquence cérébrale. Parce que tout ça, c'est une question de vibration, de fréquence, d'énergie. Hein. Mais au niveau du cerveau, tes ondes sont déjà bêta, voire gamma, j'exagère, mais en tout cas, tu as des ondes qui sont toujours un petit peu trop élevées. Et en fait, il faut les descendre. Donc, comment tu tranquillises l'esprit sans jeu de mots. Donc ça, en soi, c'est fondamental. Si tu n'arrives pas à dormir, comment tu vas faire pour recover, tu vois. Comment tu vas faire pour recréer en fait une partie de ton être plus sharp, plus mieux recyclé, mieux reposé, et puis toutes ces cellules, tout ce métabolisme en fait qui grouille, qui doit revenir en fait d'aplat. Donc, pour répondre à ta question, ça va être très pratico-pratique, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chez la personne et de voir son setup, comment elle vit, c'est quoi ses habitudes. Comment elle mange, ouvrir son frigo, les placards, les machins. Déjà voir un petit peu comment on dit, le garbage in ou le garbage out. Si tu peux pas d'une certaine façon. Moi j'ai eu cette chance-là quand j'étais plus jeune. J'ai un ami, il est venu, il a ouvert les frigos. Je commençais à peine à être éveillé sur le bio, les machins et tout comme ça. Il m'a vraiment fait ce cadeau d'ouvrir les placards et de me dire mais ça va pas pour ceci, pour cela. Il m'a expliqué, tu vois. Frigo, placard. J'ai tout jeté, je me suis remis à zéro en partant de son savoir, sachant qu'il était un peu extrême dans sa connaissance, mais il y a toujours du bon, en fait, si tu veux, dans les extrêmes, quand tu fais le filtre. Et c'est ce que j'aime faire avec compréhension, d'ailleurs, c'est un point important. Moi, ma mission, c'est d'accompagner, d'aider, mais de donner la boîte à outils aux gens. Il faut qu'ils soient souverains à un moment donné, il faut qu'ils soient vraiment autonomes. C'est très important. Donc la connaissance, c'est fondamental. Elle n'est pas forcément accessible facilement. On n'est pas forcément éduqué dès le plus jeune âge à méditer. Ça arrive de plus en plus dans des nouvelles écoles un peu alternatives. Mais il y a plein de trucs qu'on rate. Et puis après, c'est métro, boulot, dodo. Dès que tu es un worker, c'est fini. Va t'acheter du temps pour vraiment te recentrer, être dans le moment présent, méditer, faire des respirations, etc. Donc j'aime bien regarder le setup. Ouais, regardez le frigo, ok, ouais. Frigo, comment les gens dorment, est-ce que c'est à côté d'un routeur Wi-Fi, est-ce que c'est à côté même d'une prise. Moi j'ai un émetteur, j'arrive, je mesure le truc. Je te dis, bah là tu as une onde électromagnétique radiante, ça va altérer ton champ bioélectrique, ça va pas être optimum. Tu es censé être dans une neutralité électrique et électromagnétique si tu veux.
Ouais. puisqu'on est extrêmement sensible à ça. C'est un autre sujet à part entière qui est méconnu, mais le corps humain est 100 fois plus réceptif. Enfin, le système électrique du corps humain est plusieurs milliers de fois plus sensible que ce qui nous environne. Donc en fait, on est forcément le produit altéré lorsqu'on baigne en fait dans un champ électromagnétique avec ton téléphone qui est allumé, parce qu'il y en a qui dorment avec le téléphone sous l'oreiller, quoi. Allumé en plus, hein. Ouais. Il faut le mettre de côté, quitte à être dans une autre pièce, avec une whoop qui tu peux pas couper le Bluetooth, avec alors les oreillettes à l'intérieur enfin ça c'est le wireless là, ça c'est le truc le plus incroyable. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il faut tout couper, il faut revenir au filaire pour moi, même si tu perds 5 secondes avec ton truc, machin, etc. Même si le noise cancelling en fait, du micro est meilleur, je trouve, d'ailleurs, paradoxalement. Mais il faut vivre, en fait, il faut dormir essentiellement, en fait, comme dans un sanctuaire, où idéalement, tu coupes tout. Et puis, ça t'empêche pas, la journée, de pouvoir réallumer 2-3 trucs, idéalement en filaire. Mais si tu as une bonne hygiène de vie, où, en fait, le garbage in, il est pas là, tu vas donner toutes les chances à ton corps de travailler sur l'essentiel. Parce que si tu as un load, si tu veux, de toxicité tous les jours, sans t'en rendre compte, placard, frigo, ondes électromagnétiques, la nourriture, les restos, les machins, etc. D'accord. Et ben en fait, il y a un trade-off qui se fait dans la journée. Tous les jours, ton corps, il fait un trade-off. Un trade-off entre quoi et quoi? Ben en fait, entre tes fonctions vitales, métaboliques, fonctionnelles, hein, pour fonctionner là-haut, opérer là, bouger, etc. Et puis, système immunitaire. Parce qu'en fait, si tu t'inflammes chroniquement, sans vraiment le savoir, même si beaucoup de gens le savent, ils fument, ils boivent, etc. Bon, ça faut arrêter, c'est la base. Mais il y a plein de petits trucs beaucoup plus sournois qui sont distillés et qui s'accumulent l'air de rien. En fait, ça, il faut être très vigilant. Donc l'éducation aide. Soit tu fais des resets, des détox, et en fait c'est bien, mais en fait idéalement c'est de comprendre le sous-jacent pour pouvoir se détoxifier tous les jours. Et après c'est un ordre de grandeur. Si 80% de ton lifestyle il est clean, tu peux aller demain au resto du coin où tu sais que c'est pas bio, tu sais que c'est pas, mais c'est bon. Tu vois, donc le bon et le nutritif, ça n'a rien à voir, d'accord. Je te coupe parce qu'on viendra de toute façon sur vraiment les habitudes en profondeur dans une deuxième partie, mais moi ce que j'aimerais comprendre quand même d'abord, c'est il ressemblait à quoi le Serge d'avant ses 35 ans, quand tu enchaînais les boîtes, l'entrepreneuriat, comment tu te décrirais cette période de ta vie, tu vois, avant cette rencontre, avant cet accident et avant cette rencontre avec la spiritualité, avec la longévité, avec tout ça? Marrant comme question, j'ai jamais pensé à ça. Alors, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu des phases très difficiles en tant qu'entrepreneur. J'ai eu une grosse dépression quand j'étais parti tout seul en Suisse, monter un business que j'ai vendu. Je tombais vraiment très bas parce que j'avais des procès, j'étais payé à 90 jours, j'avais un BFR négatif très compliqué, j'avais des problèmes d'associés, des machins, etc. C'était vraiment. Et puis j'avais un gros procès où on me demandait 5 millions, un truc comme ça. J'ai toujours eu des procès dans mes boîtes, sauf la dernière que j'ai vendue. Donc ça, j'avais prévenu mon associé, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai toujours eu des procès, j'ai toujours jamais perdu vraiment, mais sache-le. Et donc c'est cool, on n'en a pas eu. Et donc en fait, parti tout seul à 23 ans, j'étais parti tout seul, loin de tout, la Suisse c'est pas très loin, mais vraiment seul à opérer, essentiellement avec des associés, mais j'avais plus de 80% du capital. Et c'était vraiment dur. Et je suis tombé dans le fond, vraiment. À 23 ans. Ouais. Vraiment la déprime, la dépression, quoi. Où je me suis dit, j'ai commencé à raisonner à est-ce que c'est vraiment ça la vie, quoi. Est-ce que c'est ça, en fait. Et je me suis fait des films pessimistes de, bon, bah, si je crache la boîte, je dois 400 000 balles à je sais pas qui en Suisse. Je suis marqué peut-être à vie là-bas parce que ça marche pas pareil qu'en France, il y a moins de tolérance. Bon, je reviens, j'ai ma mère, je peux être nourri, logé, blanchi. Bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai mes 2 bras, mes 2 mains, j'ai mon poumon, mon cœur. Bon, en fait, tout est très relatif. Donc j'ai commencé à ressortir un peu du fond comme ça parce que je me suis dit, bon, c'est pas ça, la vie, c'est pas le business. C'est un moyen, certes important, qui me permet de faire des choses et si je les concrétise bien, ça peut forcément peut-être m'aider à aller plus loin, à nourrir ma créativité d'une certaine façon. Ton compte en banque aussi. Mon compte en banque, ouais. Mais in fine, ma créativité aussi. Enfin, moi, c'est toujours un petit peu comme ça que je vois les choses, mais c'est sûr que tu peux faire plus de choses, découvrir, voyager, blablabla, on est d'accord. Mais à l'époque, tu étais quand même beaucoup plus, je sais pas,
hardcore, t'étais, je sais pas, obsédé par le fait de réussir, t'étais un hacker total, ce qui fait que du coup tu dérangeais des gens qui provoquaient des procès, tu vois. C'était comment, il était comment Serge à cette époque? Alors, pour dépeindre mon studio où je vivais à l'époque, euh, c'est comme dans Matrix, dans Neo. J'avais 6 machines et j'avais 8 écrans. Ok. J'étais un énorme nerd qui faisait que de coder. Euh, donc j'étais vraiment en mode cette caricature du hacker où je faisais que de l'écran et il y avait que ça qui m'intéressait. J'étais Et d'ailleurs, rétrospectivement, quand tu m'as posé la question, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais en fait, souvent je jeûnais. Donc le jeûne, on peut en parler, c'est le truc numéro un dont tout le monde doit On va en comprendre. parler juste C'est après, vraiment ouais, fort. carrément. Mais en fait, souvent je mangeais pas. Parce que je me levais, je programmais, quoi. Je codais, je regardais Internet. En plus, j'ai eu la chance d'avoir Internet très tôt, bref. Et en fait, j'étais dans la matrice, quoi. Enfin, j'étais vraiment dans l'univers de Neo, pardon, dans le film. Et en fait, très vite, bah, je me levais et je mangeais pas. Et en fait, quand tu manges pas, bah, en fait, t'es hyper stable, paradoxalement. Cognitivement, t'es là, quoi. T'es dans le truc, tu as un truc à faire, tout ça fuse et tout, c'est automatique, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est mes plus belles années, je dirais, parce que, bah, en fait, il y avait que moi avec moi-même et en fait ma créativité. Et après, ça se disperse. Tu structures un peu différemment les choses. Tu travailles avec des employés aussi. Enfin, tu vois, c'est un autre monde en fait qui s'ouvre. Et puis après aujourd'hui, ça me fait rire parce que j'ai un laptop. J'ai un laptop. Je vais n'importe où, je travaille par terre ou sur une chaise. Enfin, je m'en fiche en fait, dans le train, peu importe. Mais c'est loin. Et je pense que niveau, sans le savoir, longévité, côté de longévité, en fait, j'ai peut-être préparé une phase de ma relative jeunesse qui se retarde, on va dire, hein, parce qu'on rajeunit pas, on ralentit le vieillissement, en étant très, 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 très souvent en jeune. Vraiment, j'avais pas, en fait, j'avais pas de limite. Ça, c'est aussi important. Tu codais tout le temps, toute la nuit, toute la journée, Pas donc de tu limite. bouffais pas, quoi. Vraiment, Pas de limite. Quand, ouais. quand je formais des gens à 20 ans, etc., sur des logiciels, euh, c'était vraiment, vraiment abusé. Je ne me respectais pas. Je faisais des nuits blanches entières. Je prenais café sur café, donc j'avais pas dormi. Et j'avais fait une formation à 15 personnes sur un nouveau logiciel que j'avais appris la veille. Mais ça entretient pas tellement la longévité dans Ça, c'était les nuits blanches. l'opposé. Ouais, c'était l'opposé, Ça, ouais. c'était l'opposé. Ouais. Mais après, c'est des artefacts. C'est vraiment des coups, des cas extraordinaires, on va dire, qui sont pas censés être réguliers, clairement. C'est en quoi tu te mets, tu le sens, tu collapses. D'ailleurs, à la fin de cette formation-là, euh, je suis retourné. En fait, je suis rentré chez moi. J'avais une envie de dormir comme rarement j'en ai eu. Je me suis mis dans le métro. J'ai dormi d'un seul trait et je me suis retrouvé au terminus. Enfin, tu sais, dans les hangars en fait du métro parisien. Laisse tomber quoi. T'es épuisé, quoi. Un zombie. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais sans quoi, toutes mes aventures entrepreneuriales, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie avec les entrepreneurs en général, parce que je sais le heurt, la difficulté en fait de- d'exécuter et la pression et le stress. C'est pas incompatible avec être hyper détendu et bien opéré, comme je le disais, mais j'ai toujours été à pleine balle. Voilà. Parce que, au final, passionné. C'est quoi, tu dirais, justement, le pattern commun des entrepreneurs qui est nocif? Sans rentrer encore une fois pour l'instant dans la solution, mais ce que tu repères chez les entrepreneurs avec le recul maintenant que tu as monté 3 boîtes, que tu en as vendu plusieurs, que tu as ce témoignage de ta première partie de vie, c'est quoi les patterns communs nocifs chez les entrepreneurs selon toi? Bah, je dirais qu'ils s'oublient. Ils s'oublient. Euh, J'aime bien dire qu'en fait, ce que font les entrepreneurs, bah, c'est de faire. En fait, ils font, on fait. On est des doueurs, quoi. Tu vois, on fait, on fait, on fait. Mais en fait, ils ne sont pas. Tu sais, il y a faire et être. Honnêtement, ils ne sont pas. Certains le sont par. Il y en a qui le sont. Par exemple, tu vois, enfin, être, c'est accepter de ne plus faire et de se poser et de laisser l'information fuser, tu vois. Ça peut être par des respirations,
holotropique, breathwork, Wim Hof. Ça peut être même sous la douche chaude. Sous une douche, en fait, tu es dans un état de relaxation qui calme en fait ton activité mentale et qui vient amener en fait à toi des informations. C'est du téléchargement de pensée, mais au sens organique, on va dire spirituel du terme. Tu peux faire, bien sûr, des méditations assistées, guidées, tu peux faire des sorties de corps. Bon, ces choses-là. Certains vont même aller faire du grand trail, des trails sur des distances ou même courir. En fait, ils se vident l'esprit, mais parce qu'en fait, ils changent leur état cérébral. Et en fait, c'est bien ou c'est pas bien, tu vois, cette espèce d'intensité permanente? Parce qu'en effet, le fait qu'ils sont dans le faire et pas dans l'être, c'est un truc que j'ai remarqué aussi très souvent chez plein d'entrepreneurs. Ils sont obsédés par la réussite, obsédés par le futur. Déjà, ils sont pas dans le présent. Mais du coup, par exemple, effectivement, parfois, ils vont se mettre à effectivement faire tout est intense. Donc même le sport va être intense. Ils vont faire de l'ultra trail, tu l'as bien dit. Ouais. C'est positif ou c'est négatif selon toi? Pour moi, pour la longévité, c'est pas optimum. J'avais déjà d'ailleurs écrit un article là-dessus. Enfin, on est dans les extrêmes. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas d'extrême qui marche. In fine, je veux dire. Mais ça n'empêche pas de se mettre des challenges qui resteront en fait des épisodes de vie. Si tu t'es pas explosé pendant cet épisode-là, ça fait une expérience, c'est ok. Le problème, c'est en fait à quel point ça devient chronique et en fait et à quel point ça te bouffe du temps, mine de rien. Ça prend énormément de temps pour beaucoup d'entre eux. Et bien sûr, bien sûr. Tu fais un demi, un semi ou un Ironman, en fait, c'est beaucoup de prépa. Donc, oui, tu as du temps pour toi et en fait, tu peux écouter du podcast et te vider la tête. Et en fait, ça peut être assez intéressant parce qu'en fait, tu vas aller, paradoxalement, accepter, accepter l'information qui te parvient, mais en même temps, tu vas solliciter ton corps de façon un peu effrénée. Et les articulations, j'en parle même pas. Les articulations, moi, je connais pas un runner aguerri, triathlète ou Ironman qui s'est pas fatigué ou explosé le genou. Je connais pas. Enfin, il y a toujours des problèmes. Ça arrive tôt ou tard. Donc franchement, dans une démarche de longévité, soit on prend son marathon de New York comme un épisode de vie et puis ça fait une expérience et c'est extraordinaire parce qu'en effet, il y a quand même quelque chose. Soit, en fait, tu fais de l'Aerox et puis ça sera beaucoup plus simple en prépa et tu peux le faire en duo en plus, c'est assez cool. Enfin bon, je caricature. Le trait commun, c'est qu'ils s'oublient. Donc ils s'oublient dans leur façon de se reposer l'esprit pour de façon plus inclusive au sens de leur expérience, d'accord, d'être sur Terre, pas seulement d'entrepreneurs en fait pendant les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, d'être autant qu'ils font, d'accord. Donc ça c'est plutôt à la fois philosophique et on va dire expérience de vie. Mais je dirais qu'au sens vraiment pratico-pratique du matériel qu'ils incarnent, c'est-à-dire leur corps qui opère pour eux, ils l'oublient aussi. C'est-à-dire qu'en fait, entre le sommeil qui est à côté de la plaque, parce que souvent il y a un problème de connaissance, bien évidemment, mais il y a aussi un problème de pratique. Entre le sommeil, où en fait tu es hyperactif, tout de suite tu te réveilles, tu regardes ton téléphone. Ton téléphone, en fait, je dis ça, moi aussi, hein, de temps en temps, je fais la même chose. Hein. Mais j'arrive à faire des pauses, et puis, encore une fois, c'est l'ordre de grandeur, en fait. Toujours les ordres de grandeur qu'il faut garder en tête. Tu dors pas, tu manges pas correctement. En fait, le temps est tellement important pour toi que tu es prêt à court-circuiter des choses fondamentales, à commencer par le temps que tu passes avec tes pairs, ta famille, ton sommeil, et puis la nourriture. Ah, la nourriture, attends, il faut se préparer un truc. Non, Deliveroo, j'ouvre la barquette, je mange. Tu vois, tout est une question d'optimisation du temps. Mais sur les mauvaises choses, quoi. Donc du coup, forcément, comment tu veux, en sachant qu'il y a des prérequis qui nécessitent du temps, optimiser ta santé alors que tu t'oublies le temps qui est essentiel pour toi. Donc ça, on est vraiment sur la matière. Le corps, c'est ta matière. C'est ton véhicule. Après, tu as la psyché, le mental, l'hyper-sollicitation qui fait que, de toute manière, tu es toujours dans une sorte d'addiction. Et en fait, on en revient à ces patterns-là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant d'accompagner en fait, les entrepreneurs, c'est leur faire comprendre qu'il y a des reality checks. Oui, tu es addict, mais c'est OK. En fait, il n'y a pas de corrélation entre ton succès et ta longévité. Ça n'a rien à voir. C'est des bonnes pratiques, en fait. Est-ce que tu pratiques ce que tu dois faire pour ton être, ton corps en premier lieu, parce que tu as besoin de performer. Donc ça se trouve, je vais t'expliquer comment tu vas mieux performer dans ton business, parce qu'en fait, ton corps va être plus résilient, plus fort, parce qu'en fait, le métabolisme va changer. Donc ça, en général, ça intéresse. Parce qu'en fait, ils sont dans la perf. Tu vois.
Mais en même temps, il y a autre chose, comme je te disais. Donc le trait de caractère que je vois aussi, c'est l'hyper-contrôle et donc le mental qui est hyper fort. Donc en fait, quand je dis hyper fort, c'est une hyperactivité cérébrale, où en fait tu descends rarement sur une accalmie cérébrale, d'onde cérébrale, on entend, où là tu dois aussi pratiquer, et donc c'est là où tu vas davantage développer ton être, ton être versus le faire. Est-ce que quand tu es devenu coach en longévité, que tu as assumé cette partie-là de ta vie, bon, évidemment, j'ai bien compris que tu as eu toute une partie d'expérimentation avant pour toi, hein, c'est une trajectoire de vie, un chemin, des expériences. Est-ce que tu as eu peur d'être jugé par tes pairs? Parce que tu l'as côtoyé ce modèle. D'ailleurs, moi à l'époque, tu me connaissais pas bien, mais je te voyais à The Family parce que tu étais aux grandes heures partenaire, je crois, où tu devais être. Non, à Londres. Partenaire à Londres, voilà, à Londres. Donc tu étais vraiment dans la mafia The Family avec Oussama, Alice, Nicolas et tous ces gens qui accompagnaient des startups qui levaient des millions, qui voulaient accélérer, qui étaient beaucoup dans la performance, beaucoup dans la fame, parce que c'était un des trucs aussi d'Alice. Quel recul, d'ailleurs, je serais curieux de savoir quel recul tu as sur cette période de ta vie et sur cet écosystème-là en particulier. Et dans un deuxième temps, tu vois, comment tu as réussi à te séparer du jugement que ça peut provoquer, le côté, mais attends, mais il est cinglé, Serge, là, qu'est-ce qui lui est arrivé, là, Sergio? Il s'est bien mangé que des sardines, il veut devenir coach en longévité, enfin, tu vois. Ouais. En fait, bon... Alors peut-être que je réponds à la première question, je sais pas. Il y a beaucoup de questions. D'abord la première, vas-y. Première question. Sur The Family. The Family, c'était un chouette épisode pour moi personnellement. Parce que j'étais dans une transition. Moi, j'avais vendu ma plateforme TokTokTok à l'époque. J'avais vendu cette plateforme à Just Eat au UK. Et en fait, avec ma femme, c'était l'occasion de pouvoir cool down. Enfin, c'est toujours par phase. Hein, je veux dire, merci aux femmes qui accompagnent les entrepreneurs parce que franchement, c'est pas facile tous les jours. Et donc, c'était un peu l'accalmie pour la remercier de cette frénésie, tu vois, qui dure toujours par cycle. Hein. Moi, ça n'a jamais trop duré, plus de 4-5 ans en général. 3 ans, 5 ans, allez, 6 ans. Bon, ça, c'est mon histoire. Hein. Si ça dure 10 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Disons que j'observe. Et donc, The Family me permettait d'être plus tranquille, puisqu'en fait, pas entrepreneur. En gros, je suis investisseur dans une structure, on voit grave de deal flow, donc en fait, parce que j'avais déjà existé avant, donc j'avais investi et j'investissais mal. Donc là, ça m'a permis de mieux structurer mes thèses d'investissement, de voir du volume aussi, donc en fait plus de données pour pouvoir arbitrer de façon un peu plus smart, en gros de m'éduquer sur le sujet, et en même temps de bénéficier d'un réseau qui t'amène et filtre en fait les meilleurs deals, pour que lorsque tu peux investir, tu investis. Donc en fait, comme tu l'as dit en début, j'ai investi quand même 70 fois. J'ai encore une trentaine de boîtes qui sont là vivantes. Donc en fait, c'est les meilleurs qui sont restés, qui ont levé, qui sont profitables, blablabla. Et ça, je le vois, en termes de ratio, c'est important. C'est un gros ratio finalement. Mais parce que c'est lié au network, tu vois, qui a su filtrer par les différents acteurs en fait, de l'incubateur, etc. Donc ça, donc c'était assez riche pour moi personnellement. Et puis ça a été un petit tremplin pour ensuite retrouver un associé et puis faire un truc, parce que le hasard des rencontres fait que on est entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, quoi. Et ensuite, donc ta question, en fait, je pense que ça s'est fait par phase. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai jamais vraiment réfléchi à ce que j'ai fait. Je suis toujours allé pleine balle. J'ai toujours été passionné de tous les sujets que j'ai entrepris, que ce soit professionnel ou personnel. Et j'ai jamais vraiment réfléchi. Donc j'ai monté des business un peu, pas par hasard, mais parce qu'il fallait structurer des trucs en fait. Donc c'est vraiment extrêmement itératif et empirique. Et puis je vends une boîte, 2 boîtes, une troisième pas très bien. J'ai monté une douzaine de boîtes, je crois. Et tu vois, donc t'as des trucs qui marchent pas, qui vivotent, que tu plantes ou qui sont pas amenés en fait à exister plus que ça. En fait, c'est des véhicules qui font des trucs et puis en fait tu les jettes. Tu vois, faut pas avoir peur de se dissocier de ça. Et puis après, j'avais mes premiers chèques, donc là j'ai investi. Et en fait, quand tu investis, je trouve que c'est une forme, moi j'appelle ça comme de l'entrepreneuriat par procuration, par le prisme et l'œil en fait des founders que tu aimes suivre ou que tu crois. Tu vois. Tu vois des choses indirectement, tu les suis, tu apprends d'eux, c'est un échange. Moi, j'ai toujours été dans cet échange-là. Toujours, moi, mon WhatsApp, c'est ta hotline. Appelle-moi quand tu veux, je suis là pour t'aider, c'est pas que de l'argent.
Et donc, en fait, de par ces... Donc, bien sûr, j'ai investi très mal, et puis après, j'ai amélioré, donc j'avais un portefeuille différent, mais j'étais toujours en gravitation. Enfin, je gravitais autour, en fait, c'est notre réseau, en fait, et c'est un petit milieu. Donc, en aiguille, tu te mets à donner des conseils, tu vois. Tu n'as pas la casquette de coach, et en fait, tu aides parce que toi, tu as ton prisme d'entrepreneur qui a fait ça, qui a fait ci, qui a planté, qui a réussi. Donc, tu as des expériences, en fait. Et ce que tu fais, c'est que tu partages des expériences. Mais ça devient aussi parfois, en fonction de la proximité avec la personne, des expériences plus intimes, plus personnelles, plus concrètes. Tu vois, moi, j'ai eu 4 enfants. Bah, beaucoup de gens n'ont pas d'enfants. Je peux les aider. Comment tu intègres en fait la vie de famille, la femme, avec les enfants, le day-to-day. Comment tu fais pour être en fait partout, mais en fait, tu n'es pas partout. Et tu dois composer, faire des trade-offs aussi, tu vois. Donc, de fil en aiguille, en fait, par mon entrepreneuriat, ou en fait, par cette casquette d'entrepreneur, ou qui est sollicité parfois pour pouvoir donner du conseil, mais en même temps, en tant qu'investisseur qui donne du conseil, de fil en aiguille, avec cet alignement et ce changement de vie, je pense qu'il y a vraiment la question de la maturité. Je pense qu'entre 30 et 40 ans se passe une évolution dans la vie, je pense, qui fait qu'on gagne en clairvoyance, je dirais, de comment fonctionne un peu mieux le monde, parce qu'il est hautement complexe, et comment on peut s'inscrire en tant qu'individu avec son expérience passée, avec les réussites comme les échecs, et comment on peut du coup être aussi dans une transmission. Ça, c'est vachement important. Tu vois, moi, le fait de devenir parent, bah, en fait, tu donnes à un moment donné. Déjà que c'est une petite... enfin, ça n'a rien à voir avec des enfants, mais je fais de la magie depuis l'âge de 11 ans, donc je suis magicien, j'adore ça. En fait, quand tu fais de la magie, tu donnes. C'est vraiment un don, enfin, au sens, pas un talent, mais tu donnes, vraiment. C'est une générosité, quoi. Voilà, c'est Un ça. Parce que spectacle. c'est tellement un kiff de donner, même quand tu mixes. Tu vois, quand tu mixes, tu donnes aux gens, et ils dansent sur ton son et tout. Enfin, c'est extraordinaire comme sentiment. Tu n'attends rien à ce moment-là. Quand tu donnes, quand tu fais un tour de magie, tu n'attends rien. Tu sais que ça va peut-être produire des émotions, des émerveillements, du scepticisme. Il y a toujours ce truc un peu psychologique extrêmement intéressant. Mais tu n'attends pas à avoir un cadeau en échange. Jamais. Or, c'est ce que tu as. Et en fait, le fait d'être parent, eh ben, en fait, c'est démultiplié. Tu es dans une transmission fondamentale d'aider l'autrui. Et je trouve que c'est ce qui s'est davantage développé chez moi personnellement, à aider en général, transmettre, accompagner des gens qui me ressemblent, parce que c'est mon expérience d'entrepreneur et je sais à quel point c'est difficile et la souffrance est grande, et puis la charge mentale est énorme pour beaucoup d'entre eux. Alors qu'il y a des alternatives, il y a des façons de faire. Mais ça, c'est du savoir. Et quand tu sais, après, ça suffit pas. Il faut que tu pratiques. Là, il faut pratiquer. Et parfois, c'est un peu plus difficile. Donc c'est plutôt que ça s'est fait naturellement dans cette optique d'aider, de transmettre, de partager ton vécu auprès d'une population que tu connaissais par cœur, quoi. Ouais. Et d'alignement, je dirais. Tout s'aligne un peu naturellement, je pense aussi. Qu'est-ce qui... Alors pour revenir, tu vois, maintenant à pourquoi tu es devenu coach en longévité, et pourquoi tu veux vivre plus longtemps, en fait, plutôt. Pourquoi, tu vois, est-ce que c'est une question de tu veux vaincre la mort? Est-ce que tu as juste envie de voir vieillir tes enfants le plus longtemps possible, de connaître tes petits-enfants, arrière-petits-enfants? C'est une quête d'immortalité, c'est une peur de la mort, c'est quoi en fait? Alors, je dirais que, alors, premièrement, je vais peut-être faire dans l'autre sens, je n'ai pas, je ne souhaite pas vivre éternellement. C'est pas un truc qui Je trouve ça me... impossible. Je sais pas. Ok, on en parlera dans la dernière partie, je Je sens sais qu'on va pas. se marrer. Ok, sur la Je vie pense qu'il y a éternelle. une fin, mais il y a... Il y a d'autres façons de continuer, quoi. Ouais, moi je crois que des formes humaines vivaient beaucoup plus longtemps que ce qu'on vit nous actuellement, on va dire plus ou moins 130, 120 ans. Hein, 120. 120 ans, attends, t'es large là quand même. Je pense que c'est le design humain actuel. Donc si on parle de design, je te parle pas, je te parle pas du design avec la pollution environnante. Je pense que la pollution autour de nous fait que tu es vraiment fortement diminué dans ton potentiel. Ça, c'est sûr. Et donc, à 80, bon, bah, déjà, c'est bien, mais en fait, non. Tu es sous-exploité. Je pense que tu peux vivre jusqu'à 90 ans
excellemment bien, d'un point de vue purement fonctionnel, avec tu peux squatter, tu as une mobilité, tu as une force, tu peux remonter, porter peut-être un enfant, un ou deux, j'exagère, mais peut-être tes petits-enfants, avant de commencer un peu à péricliter. Ça, c'est si et seulement si tu te prépares un peu à l'avance aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as maintenu un lifestyle, tu as gardé une masse musculaire relativement importante ou significative que tu as maintenue parce qu'en effet, tu n'as pas le même métabolisme, que tu le veux ou non, il y a un déclin. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas créer des choses 30 ans avant, 40 ans avant, de manière intelligente et les garder en fait. Et ça, c'est pareil pour les fonctions cognitives. Donc je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y aura probablement des révolutions dans cette... mais à condition que l'environnement est compris comme étant polluant et que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un trade-off. Il y a un arbitrage qui se fait tous les jours. Donc moi, je ne vise pas à... Voilà, advienne que pourra. Mais pourquoi ne pas tirer profit au maximum du cadeau qui nous est offert? Voilà. Ça, c'est pour moi la logique implacable. Pourquoi, si tu sais que des choses autour de toi, mais si tu sais, tous les gens ne savent pas. Et s'ils ne savent pas, ils vont peut-être se cacher derrière, ah mais non, il faut vivre. Non, non, ça n'a rien à voir. Si tu savais, tu le ferais. Oui, tu as tes addictions, tu fumes, machin, quoi. Ok. Mais en vrai, tu veux vivre et c'est pas incompatible avec bien vivre. Donc pour moi, c'est une question d'éducation et de mise en application, de comprendre, ah mais en fait, c'est incroyable. Avant, je fumais, je ne m'en rendais pas compte, machin, mais... Et ça se trouve, tu as, un hack qui fait que tu as un substitut, tu as toujours ta petite addiction, et puis tu as ta nicotine. De toute façon, tu m'as dit que même au-delà de ne pas avoir peur de la mort, tu veux même la rencontrer. Donc on va en parler dans la dernière partie. Restez jusque-là, on ira creuser cette question-là. Oui. Mais ok, en tout cas, je comprends mieux. C'est plus une question de pourquoi ne pas en profiter et pourquoi ne pas essayer de juste utiliser ton potentiel au maximum dans un environnement qui ne le permet pas, mais que tu peux contrer, quoi. Un exemple concret, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je vise 90 ans en pleine capacité de mes compétences pour squatter mon petit enfant. Ça, c'est un objectif, c'est un petit peu le proto, quoi. Tu vois, s'il À fallait 90 ans avec ton petit enfant sur les épaules, quoi. Ça, c'est un bon test parce qu'en fait, ça veut dire que tu as une mobilité pour squatter, tu as une force pour te relever, et qui plus est qu'avec une charge. Et en plus, tu as une coordination, tu as une stabilisation, proprioception, tu vois, tu as une responsabilité parce que tu as un petit enfant, tu es dans une force. Et comme tu te sens fort, tu es capable. Parce qu'en fait, il y a le mental qui joue. Si tu as des peurs, ça ne marchera pas. Donc ça, je pense que c'est un bon test, si tu veux. C'est émouvant en plus, parce que c'est une image douce à avoir, quoi. Ouais, je pense que ça peut motiver d'autres personnes. Mais bon, ça dépend d'où on part. Venons-en à ce classement-là du top 100 et le fait que toi, tu as appliqué, surtout en premier, avant même de le faire pour les autres, pour toi, ces habitudes de vie. Donc, tu es dans le top 100 du classement créé par Brian Johnson, des gens qui rajeunissent le plus biologiquement. Est-ce que tu peux me dire sur quoi ce classement se base? Et qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'avoir... Tu me dis, il y a différents types d'âge, en fait, dans la vie. Toi, donc, tu es moins 10, moins 15, moins 12, moins 14 ans par rapport à tes 45 ans réels. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ces différents types d'âge? Et, voilà. Et qu'est-ce que c'est, ce classement? Alors, ce classement-là, en fait, il recense des gens qui ont donné leurs données, donc leurs marqueurs biologiques essentiellement, via un test qui est disponible en ligne. BrianJohnson.com, c'est quoi non, c'est... les gens peuvent aller sur Regeneration Olympics. Oula, tu peux le redire? Regeneration Olympics. Ok, c'est la compète, en fait, qui a été créée. Bon. Ok. C'est un classement qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais en tout cas, c'est là où les gens vont passer par des labos. Donc, il y en a quelques-uns qui sont homologués, compatibles avec ce genre de classement. Je crois que c'est True Diagnostic. True, c'est TRU, puis après, c'est Diagnostic. Et en gros, tu te fais piquer un petit truc comme ça, tu renvoies ton test au labo, je crois qu'il est à Los Angeles. Et après, tu as tes résultats, et c'est la quintessence en fait, du résultat qui, notamment selon un score propriétaire, va discriminer un âge, enfin un score qui, grosso modo, correspond à des fonctions biologiques de aging, ils appellent ça. D'accord ? Donc en gros, c'est un vieillissement qui est plus ou moins lent. On ne rajeunit pas, comme je disais.
Mais c'est une vue de l'esprit. Et en fait, ça, c'est selon plein de marqueurs, notamment par ce qu'on appelle du méthylage. Donc, en gros, c'est une approche épigénétique pour pouvoir imaginer sur la séquence que tu as donnée de ton blood test, quels sont les âges par organe, les âges par système, les âges par métabolisme, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en complément de check-up qu'on peut faire chez différentes sociétés comme Lucie, Zoï. Et alors, en gros, ce dont tu parles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a des sociétés, moi-même je l'ai fait, par exemple Zoï, où tu vas dans un centre de santé dernier cri, tu vas faire tout un tas de tests sanguins, visuels, motricité, des scanners, voilà, plein de choses qui va te donner à la fin un âge biologique qui voilà, est différent potentiellement de ton âge réel. Moi, par exemple, c'est moins 1 an, donc j'espère faire mieux un jour, mais c'est déjà, bon, au moins je suis pas plus vieux, c'est déjà ça. Mais voilà, et donc il y en a de plus en plus, ça se développe de plus en plus sur cette santé prédictive, en fait, qui est issue de la tech américaine, qui s'est arrivée à Paris. C'est réservé quand même pour l'instant plutôt à une élite économique, il faut bien le dire, parce que ça coûte cher, ça coûte 3 000 €. Alors, Zoï, oui, mais après, tu as d'autres check-up, on va dire, qui sont un peu moins complets, mais qui sont plus complets que celui que ton généraliste pourrait te prescrire. C'est entre 300 et 500 €, je crois, tous les 6 mois, un truc comme ça, ou par an, ça dépend. Enfin, tu as plein d'add-ons après, donc c'est Bien sûr, ça, tu peux aller, un business d'add-on plus ou moins d'ailleurs. Parce qu'après, il y a des centres comme Zoï. Tu l'as fait du coup, Zoï, par exemple ou... Je l'ai fait 2 fois. Tu l'as fait 2 fois. Bon, bah, Ouais. tu vois, c'est quand même. T'as l'impression de rentrer dans le film Dune, Ouais. avec des suites, tout est jaune et noir. T'es vraiment les médecins qui viennent à toi en blouse blanche. Toi, t'es sur ta suite, dans un environnement ouaté, très particulier. Et après, il y a surtout une balnéothérapie, comme j'ai jamais fait dans ma vie, quoi. Oui, après, ça, c'est incroyable. Lausanne, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais plus ce que c'est, mais il y a des douches de neige, il y a un hammam transparent en plein milieu de la pièce. Enfin, vraiment, t'as l'impression d'être dans le futur, quoi. Il est chaud, hein, d'ailleurs, ce hammam. Oh, c'est le plus chaud que j'ai fait de ma vie, je crois. Il est sacrément chaud. Il est super chaud. C'était vraiment intéressant, je trouve, de pousser la limite. Ouais. Franchement, je me souviens, à la fin, j'étais un peu décontenancé. Tu vois, en sortant, j'étais un peu. J'avais la tête qui tournait, quoi. Ouais. Et la glace, la neige aussi, t'as aimé ? J'adore, moi j'adore. Ah, moi j'adore. Franchement, j'envoie des clients juste pour récupérer des places dans leur truc là. Ah oui ? Si tu leur envoies des clients, okay. tu gagnes des places pour leur balnéothérapie. On leur fait une petite pub gratuite des amis de Zoï. Ok, donc en tout cas, oui, vas-y. Mais en fait, oui, donc Zoï fait du méthylage, mais aussi des Lucie, des Haro, des trucs comme ça. Ça, donc il y a différents âges pour répondre à ton point. Donc tu as ce trou diagnostic qui te fait un truc un peu complet, et via leur scoring, bah, en fait, tu es dans le classement. Et normalement, donc ils ont changé un peu la logique. Maintenant, tu dois le faire 2 à 3 fois par an ils pondèrent ça d'ailleurs. Donc maintenant, ils font la moyenne de tes 3 derniers tests. Et tu restes comme ça dans le classement. Moi, je l'ai pas fait ces derniers temps, donc je suis officieux maintenant. Et après, donc ça, c'est une façon d'estimer ton âge biologique versus le chronologique, qui est ta date de naissance. Mais tu as d'autres façons de mesurer ton âge biologique. Ça, le méthylage, qui est l'épigénétique, c'est à prendre avec des pincettes, je pense. Moi, j'avais moins 13 ans mon premier test. Ensuite, j'ai eu moins 7, donc j'ai baissé. Enfin, mais par contre, j'ai très bon score en télomère. On en parlait. Donc, télomère, c'est vraiment un autre test qui va vraiment prendre en fait la mesure de la longueur de certains de tes chromosomes. Et plus ta capsule au bout de ton chromosome est longue, plus en fait tu as entre guillemets de la séquence pour pouvoir recycler des séquences d'ADN pour pouvoir refaire des cellules, etc. Et ça peut se réélargir. On peut réaugmenter en fait sa capsule de télomère. D'ailleurs, je crois que c'était quand j'étais au UK en 2018 ou 2017, quelque chose comme ça, donc il y a presque 10 ans, j'avais moins 5 ans en télomère. Donc j'avais moins 5 ans en biologique que mon âge chronologique. Et ça, c'était avant même que tu te fasses tous ces trucs. Donc toi, tu as une prédisposition quand même naturelle, en fait. Bah peut-être, mais aussi parce que j'ai souvent sauté des repas. Donc je pense que j'ai dû jeûner plein de fois sans le savoir, etc. Parce que je pense mais je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Et bah aujourd'hui, j'ai moins 11 ans. Donc tu as moins 11 ans sur ton âge chromosomique, en gros, si je devais le vulgariser. Voilà.
Mais ce qui est intéressant dans les différentes... Donc il y a ça, il y a le phénotype. Donc en fait, ça c'est une sorte de formule qui prend tes différents marqueurs en fait, sanguins, hormonaux, pardon, et puis qui va te faire une sorte de scoring. Et là, j'ai moins 13 ans, ou moins 11 ans, je me souviens plus. Et puis après, il y a aussi c'est ton âge quoi, sanguin en gros, si on devait le vulgariser un peu dans la... Non, je dirais pas ça. C'est vraiment un âge global métabolique selon des variables en fait qui sont définies par ceux qui ont créé ce truc-là. D'accord, ok. Euh, Et là, t'as moins 13 ans par rapport à ton âge Oui, je crois moins de 11, naissance. moins 11, je crois. Ok. Après, tu as la bague. Après, c'est un peu différent. C'est moins métabolique. Enfin, si, c'est métabolique. Dans le sens- La bague, donc là, si vous écoutez en audio, vous pouvez pas le voir, mais Oui. Serge a une bague à l'annulaire noir. Là, c'est une Oura. Ça, c'est une Oura. Une quoi? Oura. Ok. O-U-R-A. Ok, et donc c'est quoi? Ça fait 6 ans que je l'ai. Et ça mesure, en gros, ton... c'est très bien pour mesurer le sommeil. Donc ça, c'est pour ça que je m'en sers. C'est comme un Whoop. Sauf que... Oups, c'est la montre, ça? Oui, c'est un bracelet. D'accord, ok. Donc c'est un objet connecté Oui. que tu peux mettre off en Bluetooth. Donc c'est pour ça que je le porte. J'avais des Whoop, mais le Whoop, tu peux pas l'éteindre. Ta Garmin, tu peux l'éteindre. Ta Apple Watch, tu peux l'éteindre. C'est pas aussi précis qu'un Oura, selon moi. Peut-être maintenant, Whoop, c'est équivalent. Whoop, l'intérêt, c'est que tu peux le porter la journée sur des activités sportives. Alors que ça, c'est moins fiable, je trouve. Par D'accord. contre, pour le sommeil, c'est top. Et puis, ça prend pas beaucoup de place. Mais qu'est-ce que ça fait, par exemple, sur le sommeil exactement? Ça va mesurer ton activité cardiovasculaire, ta variabilité cardiaque, tous tes différents cycles de sommeil. Est-ce que combien de deep sleep, de paradoxal tu fais? Est-ce que tu rêves moins, etc. Et à quel point tu récupères, en fait. Tu vois, si tu fais... moi, je connais des gens, ils font 15 minutes de deep sleep par jour. 15 minutes. C'est ridicule. 15 minutes, c'est alarmant, malheureusement. Tu as plein de choses comme ça que tu dois organiser, mettre en stratégie pour pouvoir éviter d'avoir 15 minutes par nuit. Parce que ça veut dire que tu n'as pas le temps nécessaire pour recycler, mettre à la poubelle tout ce qui est superflu et de remettre à niveau en fait tout le vivant qui est en toi, alors que demain, quand tu vas te réveiller, tu vas devoir réopérer, enfin, fonctionner, quoi. 15 minutes, c'est pas suffisant. Normalement, tu dois viser 2 heures de deep sleep par jour. Mais tu vois, je vais te challenger là-dessus parce que moi, j'ai eu, tu sais, le bandeau Dream. Ouais, je l'avais aussi. Tu l'avais aussi? Ouais. Il y a eu cette start-up à un moment donné qui avait fait grand bruit, qui a levé beaucoup d'argent d'ailleurs. 30 millions, je crois. 30 millions d'euros, qui est morte, je pense, aujourd'hui. Ouais. Ils ont dû pivoter en vendant leurs données, je pense. Ou un truc dans le genre. Suivi, Ça a dû finir, en tout cas, beaucoup plus bas que c'était monté. Et donc, l'objectif, c'était à la fois de mesurer la qualité de ton sommeil et en même temps d'avoir une amélioration de ce sommeil à travers justement des vibrations osseuses en fait, parce que c'était un bandeau que tu mettais sur le crâne pendant la nuit. Alors attention aux célibataires, parce que à l'époque moi je l'étais, c'est un peu tu l'amour si tu reçois une copine qui te connaît pas, qu'est-ce que c'est que ce mec bizarre avec un bandeau qui est très inesthétique pour dormir. Mais bon, passons. Et donc, en effet, ma question, c'est est-ce que, selon toi, ça mesurait quand même bien le sommeil? Parce que j'avais l'impression que ça, pour le coup, c'était pas si mal. Mais en revanche, en fait, la promesse d'améliorer ton sommeil, c'était un peu du bullshit. Et par ailleurs, moi, j'avais un effet un peu négatif qui était que, comme je devenais presque obsédé par le fait de contrôler la qualité de mon sommeil, et quand j'avais mal dormi, j'avais pas vraiment d'autre solution, quoi. Ok, super. J'ai encore plus mal dormi que ce que je pensais. C'est-à-dire que, en effet, mon sommeil profond était assez réduit, donc j'ai pas bien récupéré. Mais j'étais un peu démuni, tu vois. Donc, je trouve que c'était... Enfin, tu vois, il y avait un problème dans la promesse, quoi. Ouais, il n'y avait pas d'action, si tu veux. Il n'y a pas d'action tangible à la suite de... Voilà, t'as un trou dans ton machin. Je pense que c'était le début, en même temps. Ils étaient vraiment pro sur le device et s'occupaient de collecter l'information. Alors, c'est intéressant parce que j'y ai repensé il n'y a pas longtemps à ce Dream. Et en fait... alors, en effet, j'étais un peu comme toi, mais c'était avant Oura. Donc, j'ai pas pu comparer, si tu veux, à cette époque-là. Par contre, je me souviens vraiment du jour où j'ai arrêté de le porter. C'est que je me suis réveillé dans un état modifié de conscience en pleine nuit un jour. Et j'ai conscientisé qu'il m'envoyait des ondes pour justement faire ce que tu disais. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont envoyé des ondes. C'est ça, t'as raison, ils ont envoyé des ondes de sommeil profond qui sont un peu plus longues, enfin plus larges. Pour t'aider, justement. Exactement. Et en fait, ça m'a. Donc je sentais la décharge électrique très légère. Hein.
Mais parce que j'étais comme rentré dans un état d'éveil, mais endormi. Et j'ai réalisé de ce qu'il était en train de me faire. Alors, ça se trouve, c'était très, très bien. Hein. Aucune idée. J'ai arrêté net. J'ai arrêté net. J'ai fait, moi, je préfère que tu mesures, mais pas que tu actives quoi que ce soit. Même si sur le papier, c'était ça, dans ma tête, je me suis dit, non, mais c'est rien, quoi, en fait. Non, en fait, c'est vraiment, il se passe un truc. Ouais, mais donc, ouais, j'ai arrêté net. Ouais, je comprends. Et du coup, là, on est vraiment sur un capteur. Ça, c'est, tu vois, tu mesures, en gros. Toi, tu mesures. Voilà, moi, je mesure. Et ça, je le dis à tous les clients et en général ceux que j'accompagne nécessairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu n'as pas de point de mesure, tu vois, la donnée, c'est vraiment important. Si tu veux aller chercher de la spiritualité, tu vas pas forcément aller chercher la donnée dont je parle. Mais c'est complémentaire. Parce qu'en fait, si tu veux comprendre ta physiologie, tu dois partir d'une référence. Parce que c'est le trend qui va aussi avoir une importance. Parce qu'on n'est pas tous calibrés de la même façon. Ça se trouve, toi, 1 heure de deep sleep, c'est magique, c'est suffisant. C'est probable que ce soit pas assez pour vivre plus longtemps, je pense. Mais ça se trouve, tu vas être au max de ta forme. Parce que tu sais ton cap. C'est comme ça. Mais par contre, si c'est relatif et que c'est 15 minutes, on va travailler. On va travailler de passer de 15 à 30, de 30 à 45, etc. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire l'état des lieux, quitte à le retirer plus tard. Tu vois. Et c'est exactement pareil quand tu observes, mesures, pèses tout ce que tu manges. Moi, je l'ai fait pendant des années. Je sais, dans la carotte, le kiwi, le machin, les amandes, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les nutriments, les antinutriments. C'est bien de le faire pendant un petit moment. Parce que tu prends conscience. Tu comprends que c'est pas facile d'aller chercher les nutriments dont tu as besoin à la fin de ta journée quand tu es un homme qui pèse X, etc. C'est assez bluffant. Et ça, c'est une prise de référence, si tu veux. Et après, c'est acquis. De temps en temps, tu y reviens. Cet ingrédient, le kaki, je connais pas, je vais le mettre et puis je vais taper dans mon truc. Ah ouais. De toute façon, on va parler un petit peu à la fin, juste après, là, de nutritionnel, de nutrition, qui est un élément hyper important que tu m'as décrit. Mais un dernier âge, quand même, toi, tu m'as dit, en cardiovasculaire, c'est là où tu as en tout cas, l'âge le plus en dessous de ton âge réel, qui est moins 14,5 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, c'est cette même bague, Oura, qui mesure en fait l'activité. Donc en réalité, il mesure la propagation de l'onde en fait dans ton système sanguin par différentes lumières qui permettent de mesurer ça. Et je me souviens plus du corollaire si en fait la propagation est plus courte ou longue, je me souviens plus. Mais en gros, cette mesure te permet d'avoir, je crois que c'est volts par mètre, mais je ne vais pas dire de bêtises. Elle dérive sur un marqueur d'âge qui est une sorte de... ce marqueur est rendu possible selon un dataset énorme. Tu penses bien, parce qu'en fait, Oura, c'est un succès mondial, naturellement, depuis déjà un paquet d'années. Et donc, ils ont affiné, en fait, toutes leurs statistiques. Et donc, ils ont maintenant un référentiel qui est assez important pour pouvoir dire, toi, statistiquement, tu es à moins 14,5 ans par rapport à comment les gens de ton âge l'onde en fait, l'onde se propage dans ton corps. Parce que en fait, tu as une vascularité qui est suffisamment élastique, par exemple, qui fait que en fait, ça se propage bien. Et cette élasticité, par exemple, elle témoigne en fait d'une jeunesse relative, tu vois. Et ça, c'est vraiment rigolo parce que je me suis aperçu. Donc moi, je fais beaucoup de CrossFit, mais aussi du renfort musculaire. Et je me suis aperçu, puis yoga, etc. Bref. Et en fait, je me suis aperçu que je sais quand je vais baisser en âge. C'est incroyable. C'est-à-dire que si je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine sur des workouts qui sont intensifs en général, donc c'est pour ça que je me donne le temps de recover, hein, c'est très important, sinon tu tombes dans le chronique et là c'est délétère. Donc c'est l'effet inverse que tu cherchais, en fait, tu deviens plus faible. Je vais baisser. Je vais baisser et je vais revenir. C'est vraiment, si je me laisse aller mais je me maintiens, hein, mais je me laisse un peu aller sur l'intensité, je vais perdre 2 à 3 ans. Quoi ? Ah ouais, c'est incroyable. En l'espace d'un mois, 1 mois et demi. Ouais, c'est très étonnant. Et ces derniers temps, comme je me suis davantage entraîné en force, j'ai gagné plus de rendement en fait sur chaque mouvement sur des workouts intensifs. Et paradoxalement, je workout moins, mais je suis plus fort, donc en fait, je suis plus efficient et en fait, je peux aller envoyer plus vers mon max. Du coup, je vais challenger mon corps
je récupère, parce que là, c'est vraiment la partie essentielle pour vraiment pouvoir recover, parce que le signal ait un impact important et positif. Et c'est là où j'ai observé ce gain. Souvent, je me disais, bon, là, je suis à 11 ans, moins 11 ans, pardon. Là, je vais revenir, mais moins 13 ans. Et donc, je faisais le nécessaire parce que je savais, parce que j'avais voyagé, donc du coup, j'allais être moins occupé à faire mon activité. Mais ces derniers temps, à chaque workout, euh, j'ai envoyé une intensité, une intention, parce que je me disais, là, je vais tout envoyer parce que je me sens fort. Et j'ai vu l'impact direct, en fait, sur ce truc-là. C'est incroyable, hein. C'est fou. C'est vraiment... Non, mais c'est, Et comme quoi ça se travaille, hein. C'est qu'en fait, rien n'est perdu. C'est une question d'entraînement. Et c'est ce que je disais, il n'y a pas que la connaissance, à un moment donné, il faut vraiment passer à l'action. Passons, donc on a fait le point un petit peu là sur ton âge, effectivement entre moins 10 et moins 15 ans en différentiel, donc c'est pas mal. C'est quoi les habitudes bizarres, tu vois et quand je dis bizarres, c'est-à-dire les habitudes que les gens n'ont pas d'habitude, tu vois, qui semblent étranges à la plupart au commun des mortels, que tu as adopté toi et qui sont capitales en fait dans la réussite de ta quête. Alors, je sais pas si c'est bizarre, mais ça peut en étonner plus d'un quand même. C'est le jeûne. Intermittent, donc. Intermittent, donc ouais. Il y a le jeûne prolongé et le jeûne intermittent. Moi, je fais le jeûne intermittent depuis 10 ans maintenant. Et plus, en plus, là maintenant, tu t'es rendu compte que tu le faisais déjà quand Alors oui, tu c'est vrai. étais jeune, C'est vrai. pas par choix, presque inconsciemment, parce Ouais, que tu ouais. étais complètement geek sur ton ordinateur, quoi. Je précise d'ailleurs que je l'ai pas dit, mais j'ai vraiment mangé des Pizza Hut, des pizzas, des trucs vraiment sales, une bonne partie de ma vie quand même, hein. Je dirais que j'ai été très bien nourri par ma mère, très varié, voilà, un peu de tout, quoi. Viande, pas viande, du foie, des abats, des machins, beaucoup de légumes. Mais j'ai une partie post-lycée où je mangeais vraiment n'importe quoi. Je mangeais même 3 grecs de temps en temps, tu vois. Comme quoi, on peut avoir ce passif-là et quand même s'en sortir très très bien par la Ouais, suite si on fait ouais, les il n'y a efforts, pas quoi. de fatalité, je pense, vraiment. C'est de l'entraînement. Hmm. Vraiment, c'est de l'entraînement. Tout est. Il y a une fin à tout, hein, plus ou moins. Mais il y a vraiment un travail qui existe, qui est possible de faire. Je pense que c'est une somme, un reality check en fait sur la somme de toxicité qu'on ingère. L'air, l'eau, la nourriture. Et après, il y a la toxicité psychique, Ouais. environnante, électromagnétique. Et l'électromagnétique, c'est un point vraiment extrêmement important. Je rappelle que on ne voit que 0,0035% du spectre électromagnétique. C'est ce qu'on voit. Si je te vois là maintenant, c'est la matérialisation de ce qui a réussi à se matérialiser sous une complexité matérielle physique, mais qui ne respecte que, enfin respecte, qui ne relate que 0,0035% du spectre électromagnétique. C'est-à-dire que on baigne dans un champ électromagnétique qui nous est parfaitement invisible. Donc on ne peut pas ignorer ça, puisque les instruments le mesurent par ailleurs, tu vois. Donc c'est vachement important pour la partie spirituelle de tout à l'heure. Serge, il faut que je le recadre en permanence parce qu'il est. Ouais, ouais. Et C'est une machine à digression. la question, c'était quoi? Je t'adore. La question, c'est de tout parler du jeûne intermittent. Ouais, pardon. Donc le jeûne intermittent, donc ça, je pense que c'est la première chose. Donc je pratique ça tous les jours. Et donc, Depuis- c'est comment tu le pratiques? Tu m'as dit en gros, c'est des périodes, enfin, c'est assez particulier. Explique-nous comment tu fais. Alors, Alors oui, le jeûne, déjà, pour ceux qui ne savent pas, intermittent, c'est une plage où on mange et une plage où on ne mange pas, de fait. Donc il y a 24 heures dans la journée. Certains vont ne pas manger pendant 16 heures. Donc on appelle ça un jeûne de 16-8, parce que 16 heures on mange pas et 8 heures on mange. Donc on a une plage plus large. Au fur et à mesure du temps, moi j'avais commencé très vite à 18 heures pour des effets métaboliques importants qu'on a, que je pourrais détailler si besoin. Donc c'était du 18, 6 heures. Et maintenant, je dirais que je fais du 20, 22 heures de jeûne par jour. Donc j'ai entre 2 et 4 heures de plage horaire où je peux manger, où je mange. Enfin, c'est pas que je peux manger, mais je mange. Mais qu'est-ce qu'on appelle une. Parce que je veux dire, c'est une plage horaire de 2 ou 4 heures, ça veut pas dire que tu vas pas manger en continu pendant 4 heures, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas placer un repas pendant Ouais. une Je vais période casser, de je vais 4 casser heures, mon quoi. jeûne. Donc à temps zéro, on va dire, je casse mon jeûne. Je prends 2 kiwis ou je sais pas quoi, un fruit ou deux. Et puis en général, 35 à 45 minutes après, j'ai mon vrai repas. Donc des œufs, des machins, compagnie, des avocats, je sais pas quoi. Des sardines, comme tu disais. Euh,
Et ensuite, soit c'est mon seul repas de la journée parce qu'il est un peu plus costaud, et puis en fait ça me suffit. Soit je vais y revenir avec les enfants, la famille, parce que ça dépend en fait au gré de l'agenda. En vrai, maintenant, je suis tellement flexible sur la façon de caler ou décaler mon jeûne que si je travaille, que si je voyage, que si j'ai un lunch ou un dîner avec un ami, ou que je suis fatigué, ou que j'ai du sport, en fait, je vais toujours essayer de caler la veille pour le lendemain ma stratégie du lendemain. Pour le voyage, c'est extraordinaire, par exemple. Pour le jet lag, extraordinaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas anticiper le cassage de ton jeûne dans le fuseau horaire où tu vas être 18 heures après que tu aies mangé. Minimum. Alors, Minimum. Enfin, c'est une logistique qui est un peu temporellement un peu. donne-moi un exemple. Mettons un avion qui Alors, décolle à 17h. Tu vas faire un voyage de nuit pour aller. En gros, il faut que tu t'arranges pour que euh, ton dernier repas. Non, c'est plutôt comme ça. Il faut que tu t'arranges pour que, idéalement, tu manges local. Donc, quand tu arrives à Hong Kong, tu vas essayer de manger local. T'es déphasé, hein, d'accord? Tu arrives là-bas, tu es déphasé. Mais il faut que tu t'arranges pour manger à l'heure locale, 18 heures après ton dernier repas sur ton fuseau, on va dire, européen. D'accord. C'est Ouais, comme, je vois. c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'il Ouais. faut que tu te cales idéalement sur place. Parce que ça se Mettons trouve- que les gens mangent vers midi dans l'heure locale, tu te cales pour que ce soit. Tu prends ton dernier repas 18h avant cette heure-là, quoi. 18 heures minimum. Ouais. Minimum, Pourquoi? d'accord. Parce qu'en fait, la pause intestinale est un précurseur en fait du disrupt de ton sommeil. C'est très important parce qu'en fait, si tu fais un aller-retour, tu t'en fiches en fait de te recaler sur le fuseau local. Mais si tu vas rester une semaine à Hong Kong, il faudra vraiment que tu te recales très vite. Et pour se recaler très vite, c'est ça le jet lag en fait, hein, tu dois composer avec la lumière et vraiment être dans un bain de lumière opaque, d'accord? Donc quand tu vas te coucher, c'est blackout. Mais c'est aussi ton intestin. C'est lui qui va te réveiller en réalité en pleine nuit. Parce qu'en fait, tu as faim. Mais tu sais pas que tu as faim ou pas. C'est lui qui te réveille. Parce qu'il est cyclé. Il est vraiment sur une horloge extrêmement fine. Et ça, tu le resets quand tu fais un jeûne intermittent de minimum 18 heures en te calant sur l'heure locale. Bref. Mais sans quoi, donc ça, c'est une première chose. Après, souvent, moi, je mets gavé d'aromates. Il n'y a pas un seul repas où je mets pas d'aromates. Ça, c'est le truc le plus important. C'est quoi les aromates, par exemple? Quoi comme aromate? Les herbes de Provence, le romarin quand tu cuis de la viande, qui diminue en fait l'effet glyqué de la viande qui est carbonisée, si tu veux. Donc c'est le côté qui est goûtu, hein, mais c'est le côté délétère qui accélère ton vieillissement. Ça, tu peux le La mesurer. carbonisation, typiquement, quand tu fais un barbecue et que tu fais une Ouais, côte de ça, bœuf, c'est délétère. eh ben, il vaut mieux mettre du romarin parce que ça le diminue, quoi. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Ok. Ouais, le romarin, c'est une sorte de superbe herbe qui diminue en fait cette toxicité de glycation, essentiellement de la viande en général. Sur les végétaux, c'est un facteur 100 à 1000 fois moins. Euh, le clou de girofle aussi, c'est un truc que j'utilise beaucoup. C'est un puissant antibactérien qui vient un petit peu nettoyer ta flore. Bah, Mais tu le manges, le clou de je, personne je le mange. je le mâche et je le finis par l'avaler. Ah ouais? Ouais, c'est très puissant. C'est aussi un anesthésique pour tes gencives. Si tu as un aft, tu vois, ça peut être assez intéressant. Mais ça vient un petit peu anesthésier, désinfecter, si tu veux, ton buccal et en même temps améliore ton immunitaire gastrique. Euh, je me soigne souvent mes plaies, je les soigne souvent au miel de thym. C'est beaucoup plus rapide que n'importe quelle solution habituelle médicamenteuse, tu vois. C'est méconnu. Il y a un hôpital d'ailleurs, je crois, en France, qui soigne les plaies exclusivement au miel de thym, s'il existe toujours. Ok. Ouais, miel de thym. En fait, le miel, c'est un super produit vivant. C'est un peu un miracle de la nature, le miel. Le miel bio français, je pense qu'on est très bien loti là-dessus d'ailleurs. Franchement, c'est extraordinaire le miel. Parce que c'est un produit vivant en fait. C'est un microcosme en fait qui vit. Et en fait, quand tu le mets sur une plaie, notamment celui du thym, parce qu'en fait, ça a été benchmarké, hein, le thym est bien, bien supérieur à tout autre miel. En fait, il va cicatriser de manière inégalée
toute manière, beaucoup des médicaments viennent de la nature. C'est des molécules, bien sûr, mais il y a énormément de chimie qui sont synthétisées et qui marchent parfois très très bien. Mais il y a beaucoup de dérivés naturels en réalité. Hein. Donc on réinvente pas la roue d'une certaine façon, mais le miel, la haute complexité bactérienne, antivirale, antifungus, antibactérienne en fait de ce vivant-là, je veux dire, c'est inégalé aujourd'hui. De toute façon, les animaux l'utilisent dans la nature, hein, beaucoup. Oui, naturellement. c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, le miel, tu peux le manger sans grossir, paradoxalement. Il y a une étude intéressante qui est sortie. Où en fait, ils avaient pris, je crois que c'était jusqu'à 100 grammes de miel par jour avec la même quantité avec le groupe contrôlé. Et en fait, ils perdaient du poids. Ah ouais? Ouais, c'est assez étonnant. C'est pas un produit comme les autres. Tu pourrais dire, si tu isoles en fait les nutrition facts, tu pourrais dire, bah, il y a du glucose, il y a du fructose, c'est du sucre, ce qui est vrai, en partie. Mais en fait, il y a tellement une complexité dans le miel lui-même qui fait qu'en fait, tu as une réaction métabolique et physiologique qui n'est pas le textbook en fait, du Nutrition Facts, tu vois. Donc oui, qui n'est pas en gros le A, B, C, D ou E, que là effectivement c'est très sucré, donc on pourrait le cataloguer en D ou E, mais en fait ça apporte bien plus d'intérêt en soi. Ouais. Quoi. Après, il faut prendre le bon miel. Quoi. Faut Voilà, pas voilà. le miel ouais. dégueulasse industriel, il faut aller prendre le Non, miel faut être très critique sur le de miel. thym, de l'apiculteur ou des trucs comme ça. Quoi. Voilà. Les sardines. Je veux savoir pourquoi tu manges tout le temps des sardines, Serge. Alors, les sardines, je me suis mis il y a quelques temps, parce que les sardines, c'est une sorte de power food, c'est une sorte de superfood, où en fait, tu as plein d'acides gras, donc en gros des oméga 3, tu as, donc déjà, c'est de la protéine, qui est souvent, quand tu la prends dans l'huile d'olive bio, par exemple, elle est un peu graisseuse du coup, donc elle a un équilibre protéines-gras qui est intéressant, ce qu'il faut aussi garder en tête. Ce que tu retrouves d'ailleurs dans l'œuf, quand tu prends un œuf, c'est 1 pour 1 entre la protéine et le gras, c'est ce qu'il faut plus ou moins viser quand tu manges. Enfin, pour être stable cognitivement, c'est ce qui est recommandé. Donc dans la sardine, tu as les arêtes, tu as les arêtes qui sont très très riches en calcium. Tu as énormément d'oméga 3, d'antioxydants, et tu as les protéines. Donc en fait, il y a un célèbre chercheur, bodybuilder, je crois même aussi, très massif, américain, qui a un laboratoire, donc il étudie beaucoup ça. Et en fait, lui, il se fait des jeûnes, enfin des jeûnes, c'est une façon de parler, mais il fait ce qu'on appelle le sardine fasting, où en fait, il va pendant 3 jours manger que ça. Et en fait, il a un état de flow qui est le même que tu retrouves quand tu ne manges pas. Quand tu fais un jeûne hydrique et que tu ne manges pas, il a le même état de flow. Parce que déjà, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est un jeûne hydrique, mais en gros, l'idée, c'est que quand tu fais des jeûnes prolongés, effectivement, les gens témoignent du fait qu'ils ont une clarté mentale assez extraordinaire, une lucidité surdéveloppée. Et donc, tu dis, le fait de manger des sardines en permanence, ça provoque la même chose, quoi, c'est ça? Oui, mais c'est logique pour les raisons métaboliques que je peux décrire. Donc, le jeûne hydrique, c'est quand on ne mange pas mais qu'on boit. Et le jeûne sec, c'est quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas. Quand on fait le ramadan, on va faire un jeûne sec en fonction du cycle lunaire ou solaire. Enfin, je ne suis pas du tout un expert, désolé. Je crois que c'est plus ou moins 16 heures en ce moment, donc c'est assez atteignable, sauf quand il y a des contre-indications. Très souvent, moi, je fais un jeûne sec dans mon jeûne intermittent. Je vais faire 14-16 heures de jeûne sec. Donc tu prends pas d'eau non plus? Prends pas d'eau. J'ai oublié de préciser qu'un jeûne sec, c'est l'équivalent de 3... Enfin, un jour de jeûne sec, c'est l'équivalent de 3 jours de jeûne hydrique. C'est extrêmement puissant. Parce qu'en fait, t'as rien. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as rien? C'est que tu envoies un signal à ton corps de y a rien. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il puise en lui-même et qu'il fasse appel à son intelligence que la nature lui a donnée pour fonctionner pareil, du mieux que possible. Et même d'anticiper intelligemment pour au cas où tu continuerais à ce petit jeu. Donc en fait, il se passe une succession de choses qui sont extraordinaires. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à considérer le jeûne, parce qu'il y a très peu de contre-indications. Plus de 90% des gens peuvent en faire. C'est gratuit. Et c'est un
c'est le meilleur outil gratuit qui est disponible pour vivre plus longtemps, mais surtout pour aussi regagner en souveraineté, de contrôle, de clarté d'esprit, etc. Et en fait, quand tu ne jeûnes pas, et c'est ce qui se passe aussi quand tu manges de la sardine, de certaine façon, la physiologie même en fait, du jeûne fait que tu vas aller prendre l'énergie ailleurs que dans tes tissus adipeux, donc ailleurs pardon, que dans tes muscles et dans ton foie. Tu vas arrêter de prendre les réserves de sucre et tu vas aller chercher l'énergie qui est disponible en fait dans tes tissus adipeux, c'est-à-dire les graisses. On a tous des graisses, d'accord. Là où tu as 2000 calories disponibles dans tes muscles et foie, tu en as 100 000 disponibles dans tes graisses. C'est un facteur 50. C'est pour ça que les gens qui font la grève de la faim, ils peuvent sans aucun problème, tant qu'ils sont hydratés avec des électrolytes, donc les minéraux, durer 30 jours, 40 jours. Et parce que c'est normal, c'est physiologique. Alors, un jeûne sec, par exemple, effectivement, jeûne, je pense que je pourrais facilement. Oui, ça me dérangerait pas de faire un jeûne hydrique, tu vois, donc en buvant de l'eau, je pense que c'est assez facile pour moi, par exemple. Et des minéraux, ouais. Et en prenant des minéraux, donc de l'eau enrichie, par exemple. Mais jeûne sec, tu fais du sport en même temps quand même? T'arrives à faire du sport en même temps ou non? Non, Quand même c'est pas. Tu peux, hein. Moi, j'ai l'habitude. Moi, je suis adapté, donc je suis pas un bon exemple. Mais quand tu es adapté, tu es surpris de ce que tu es capable de faire. Mais c'est pas, c'est plus raisonnable en fait de ne pas être dans un stress supplémentaire lorsque tu fais un jeûne sec, d'éviter en gros d'aller faire du sport supplémentaire. Mais si tu es adapté, une fois de temps en temps, ça va pas te tuer. Mais si tu veux voir les bienfaits, c'est aussi de rester au calme, de marcher et de faire ce que tu as à faire pendant cet état-là. Tu le fais combien de temps, un jeûne sec? C'est variable, je dirais 14 heures, 15 heures, 16 heures. Et après, je vais boire. Encore une fois, ça dépend si j'ai fait du sport le matin, en général, je vais pas faire un jeûne sec. Souvent, je fais ça à 6h30. Mais si je workout le soir, bah, ça peut m'arriver parce qu'en fait, je fais mes petites routines du matin, mon stretching, machin, etc. Puis après, je pars à pleine balle bosser. Et là, je suis. Là, ça file. Ça file droit parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour que les gens y comprennent, c'est que quand tu prends dans tes tissus adipeux, donc quand tu prends les graisses comme fuel au lieu du sucre dans tes réserves, qui sont très limitées, mais qui sont tout aussi efficaces, enfin, pas tout aussi efficaces, mais bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est que tu as une abondance d'énergie, premièrement, parce que tu as un facteur 50. Ensuite, les dérivés des substrats énergétiques qui viennent de tes graisses sont légèrement davantage préférés par tes cellules nerveuses, donc la cognition, parce que le rendement énergétique est supérieur avec moins de déchets organiques. Donc tu as moins d'énergie nécessaire pour aller garbage out, et en même temps tu as un meilleur rendement. C'est pour ça que tu as un flow state qui est décrit par les gens qui jeûnent, prolongé comme en intermittence, parce que tu as ces corps cétoniques, tu as différents substrats qui existent, qui sont plus performants. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus quand tu jeûnes, je peux décrire parce que c'est quand même fondamental, tu as une augmentation de ton hormone de croissance jusqu'à 1500% d'avantage. Donc tu ne manges pas, mais tu sécrètes plus d'hormones de croissance qui permet de créer des nouvelles cellules, mais aussi de les maintenir en vie. Tu protèges ton intégrité. Tu as une meilleure sensibilité à l'insuline, très important, on en parle sans arrêt en ce moment. Si tu manges sucré, bah, tu auras un pic d'insuline, nanana, c'est ce qui te rend prédiabétique ou diabétique ensuite, type 2. Bah ça, c'est justement, ça t'enlève cette résistance à l'insuline. Tu deviens du coup beaucoup plus stable émotionnellement parce que les hormones que hijack l'insuline en up and down sans arrêt, parce qu'en fait tu manges tout le temps sucré, des pâtes. Et quand je dis sucré, c'est sucré d'un point de vue métabolique. C'est pas le sucre en bouche du chocolat. C'est ce qui finit dans ton sang. Ce qui finit dans ton sang, c'est, on va dire, pour schématiser, du glucose. Quand tu manges des glucides, des pâtes, des machins, du pain, c'est du sucre. Ça finit en glucose dans le sang et ton corps ne supporte pas 1 gramme, au-delà d'1 gramme de glucose dans 1 litre de sang. 1 gramme de glucose, c'est rien, hein, dans 1 litre de sang. C'est rien du tout. Ton corps n'aime pas le sucre dans le sang. C'est dangereux. Donc quand c'est dangereux, parce que c'est très vite atteint en réalité, que il fait de la graisse. Quand tu prends un jus de fruits, tu vas y aller direct. Un jus de fruits, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de fibre, il n'y a rien du tout. C'est du liquide, donc en plus tu y reviens. Et ça va direct. Donc en fait, c'est inflammation directe. Le corps est bien fait, il sécrète l'insuline, il dispatche le bazar.
tu nourris tes cellules, et puis quand tu en as trop, ça stocke en graisse, ça convertit en graisse. Donc, en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut absolument honorer, respecter la nature qui nous a donné ce que nous sommes. Les nouveau-nés naissent comme ça. 95% de leur run rate, si tu veux, énergétique, c'est des tissus adipeux, c'est les corps cétoniques. Et puis plus tu vieillis, plus tu vas avoir cette bivalence métabolique, glucose, acide gras, mais plus au détriment, vers le glucose, pardon. Parce qu'en fait, ton lifestyle, la façon dont tu manges, va faire que tu vas laisser en fait cette bivalence du côté des corps gras. Et donc c'est pour ça qu'il faut retravailler cette bivalence pour être plus versatile, plus compétent au terme métabolique, et donc résilient. Parce que quand tu arrêtes de manger, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de manger de fait. Tu es moins esclave de la nourriture. Donc en fait, si tu as besoin de sauter un repas pour optimiser ton jet lag, ou juste parce qu'en fait, tu n'as pas le temps, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sur 24 heures, c'est pas grave. Si on doit passer un repas par jour, par exemple pour ton jeûne intermittent, ce que tu conseilles aux gens, c'est quoi? C'est sauter le midi, le soir, le matin, on dit petit déjeune comme un prince et dîne comme un mendiant, c'est vrai ça? Ouais, c'est vraiment vrai. Donc essayer de sauter le dîner du soir, potentiellement du coup aussi le petit déjeuner. Non. Moi je dis, les gens s'ils font 16-8 heures, beaucoup de gens le font, hein, sans le savoir, mais ils skippent le breakfast, enfin ils sautent le petit déjeuner, c'est-à-dire que ces café clope souvent, ils ont un état de flow qui est intéressant parce qu'ils ont la nicotine, et donc il y a des effets logiques en fait à ce que la nicotine te permet d'être un peu plus sharp parfois, selon la dose. Et puis le café qui donne le kicker du matin, même si c'est un peu délétère, si c'est chronique en fait le café. Au bout de 11 jours, tu n'as plus l'effet de la caféine. Il faut que tu stoppes 2 jours pour recommencer. Et en fait, pourquoi il est préférable de sauter le soir, le dîner du soir? Si on ne le saute pas, il faut qu'il soit très léger comme un souper. Avant, c'était un souper en fait. Ou un bouillon. Un bouillon, là, pour le coup, tu casses pas ton jeûne. Il est minéralisé, tu prends un bouillon de bœuf ou de poulet, c'est super. Mais juste le bouillon, c'est-à-dire il n'y a même pas de légumes dedans, il y a même pas de un bouillon dedans. Végétal, c'est très bien aussi. Mais Et tu mets des minéraux, tu mets tes sels. Mais parce que je rentre un peu dans les détails, mais vraiment moi de temps en temps je mange des bouillons, je mets en général je vais mettre un peu un poireau dedans, quelques légumes, tu vois, en plus de l'eau quoi. C'est bon ça, ou il faut carrément juste du bouillon dans le sens de l'eau aromatisée entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ça dépend combien de temps tu l'as laissé infuser aussi, tu vois, parce que les végétaux ont différentes propriétés, pareil pour certaines carcasses ou etc. Qui va infuser et nourrir, en fait, minéraliser finalement le bouillon, dont ton eau, mais qui n'est plus que de l'eau. Et ça, c'est très riche. C'est très riche, et ça vient en complément de ce que tu as mangé, qui est pour le coup nutritif le matin et ou le midi. Et pourquoi le soir, c'est mieux de sauter le soir? Parce qu'en fait, pour maximiser ton recovery en fait, dans le sommeil, tu dois normalement ne pas avoir mangé avant 3 heures, 4 heures avant de te coucher. La plupart des gens, ils mangent à 20h, 21h, ils se couchent à minuit. Bon, tu me diras 3 heures, mais idéalement, il faudrait viser un 7 à 9 heures, tu vois. Parce qu'en fait, encore une fois, j'en reviens sur le trade-off. C'est que si tu as la panse pleine, ton corps va devoir arbitrer entre la digestion qui est obligée de se passer, parce que s'il n'y a pas de digestion, il y a congestion. Congestion, c'est toxique. Donc en fait, tu ne peux pas empêcher le corps de digérer, parce que c'est dans tes tuyaux, quoi. Donc il faut l'évacuer d'une certaine manière, et tu as une organisation qui est faite pour ça, si tu veux. Donc en fait, si tu es pas congestionné, mais si tu es en gros en transit, et ben en fait, ça demande de l'énergie, ça. Et tu as un arbitrage, tu n'as pas un tank illimité. Oui, tu peux maximiser ton tank, et ça, c'est ce que je travaille avec mes clients, mais tu as toutes tes fonctions vitales de recovery, de métabolisme et cérébral, en fait, que tu dois de toute manière allouer. Donc, en fait, malheureusement, tu n'as pas une efficience si tu as une digestion en plein cours de nuit. Je te pose quand même une question un peu en décalé, mais c'est à quel point ça devient une obsession, tu vois toi qui es en plus quelqu'un de très spirituel, après il faut que tu me donnes ta définition de la spiritualité, mais c'est une approche très entrepreneuriale, très ingénieure que tu as en fait du sujet. C'est-à-dire que c'est très logique, tu as bien regardé quelle
quel aliment avec quelles conséquences sur ton métabolisme, comment le sommeil profond fonctionne pour la récupération. Tu as des bagues pour mesurer, tu as des pratiques, tu as des habitudes, tu vois, tu as des choses vraiment très, très, très presque obsédante, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours considéré que, par exemple, dans la Silicon Valley, c'était un peu une dérive, ce côté de le matin, tu te lèves, premier truc que tu fais, c'est que tu regardes tes marqueurs, tu regardes ta montre connectée, puis après, tu regardes tes emails, et puis après, tu vois, tu manges qu'un certain type de nourriture. Le côté Brian Johnson, moi, il y a une partie que je trouve effectivement alléchante, il y a une partie aussi qui me fait flipper, tu vois. Comment tu vois ça, toi? Je dirais que c'est comme un bon pitch. En fait, quand tu es entrepreneur et que tu pitches un investisseur, tu as ce ramp-up où en fait tu t'appropries le deck, on va dire, le pitch. C'est pas fluide au début. Tu pratiques, tu rehearsals tout seul devant ta glace jusqu'à ce que tu te sentes un petit peu plus à l'aise et puis tu vas te stresser avec les premiers fonds, peut-être un peu de seconde zone au début. Et puis tu vois le flow, tu as des feedbacks, tu vois les questions-réponses qui sont plus ou moins toujours les mêmes patterns jusqu'à ce que ça devienne vraiment, mais genre, tu deviens un robot en fait. Tu es dans le flow, tu ne te soucies plus de la technicité du pitch, tu es sur l'art de séduire, le truc un peu subtil, le eye contact, le truc body language et compagnie. D'accord. Pour moi, c'est pareil. C'est à partir du moment, au début, t'es en prise d'information. Oui, ça peut paraître en effet hyper psychorigide en fait de mesurer tout ce qu'on traque, tout ce qu'on mange, ensuite de te lever, de prendre tes compléments, les machins, compagnie. Mais en fait, si tu sais pourquoi tu le fais, parce qu'en fait, d'une part, c'est ce qui te manque, donc en fait, va falloir un petit peu intervenir à un moment donné, tu vois, c'est de la prévention, là, c'est pas non plus... tu as deux, trois marqueurs qui sont orange, c'est pas rouge, tu peux intervenir, en 3 mois, c'est fixé, tu vois. Et puis en fait, il se trouve qu'après, tu es sur un train de croisière, parce qu'en fait, tu l'as intégré, ça te prend pas vraiment plus de temps que ça, parce qu'en vrai, si tu veux vraiment prendre le temps, et saucissonner le temps effectif pour lequel tu perds du temps, tu t'en perds pas tant que ça, tu vois. Au contraire, tu en gagnes parce que tu as une meilleure efficience. Et si tu maintiens en fait ton temps d'exécution, bah, en fait, tu produiras plus. Tu vois, soit tu produis plus unitairement et tu réduis ta voilure et en fait tu fais la même production in fine à la fin de la journée, soit tu outperformes parce qu'en fait tu continues à travailler autant. Bah, mais peut-être que ce gain de temps te permettra de passer plus de temps avec ta famille, à sortir, à voir les copains et puis faire des activités diverses ou peut-être t'instruire sur la spiritualité, d'autres facettes de ton être qui n'est, enfin je dis ça, autre chose, peu importe, mais à te découvrir autrement, tu vois. Tu dis d'ailleurs que les gens, ils se nourrissent en général que le corps et le mental, ils oublient donc la spiritualité. C'est un trait commun de l'Occident, un trait commun des gens qui ont une vie professionnelle active. C'est quoi ta définition de la spiritualité à toi alors? Alors, la spiritualité, comme je l'entends, c'est vraiment la réalisation par l'expérience et la rencontre, on va dire, de certains phénomènes, que nous sommes conscience, enfin, je dirais peut-être nous sommes aussi conscience, et que si nous sommes conscience, certains vont dire qu'on est énergie, qu'on est connecté à un grand tout, à la source, à Dieu, à whatever. Alors, notre prisme, notre peut-être même croyance que nous sommes seulement, je dis bien seulement, un être physique corporel, n'est peut-être pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une existence consciente après la mort physique organique du corps terrestre. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je pense, de par mes recherches très poussées depuis maintenant 8 ans, et recherche et expérience aussi, hein, parce que je me confronte à plein de trucs, je prends plein de gens énergéticiens, de thérapeutes, enfin, des médiums bien évidemment, ça on pourra en reparler. Ma femme étant devenue médium, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop le choix de m'intéresser à ce sujet-là. On s'aperçoit que s'il y a conscience et qu'il y a une énergie plus grande que ce que nous croyons être, encore une fois, ça c'est vraiment une très grande connaissance dans plein de civilisations traditionnelles, historiques, des civilisations de toujours, mais qu'en Occident, c'est un peu différent. Mais parfois, ça l'est pas et c'est tabou, ou sinon c'est intégré dans un culte, c'est un peu autre chose. Bah, si on conscientise qu'on est autre chose, parce qu'on le vit soi-même, d'accord, alors on peut redéfinir en fait notre définition de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, attends, si moi par preuve,
même par un tiers, si je le vis pas directement, mais que j'ai la preuve, par exemple, que je parle à des médiums, que je peux parler à des gens qui sont défunts, ils ont vécu sur Terre, dans un corps, ils sont morts, corporellement, c'est sûr. On les a brûlés, ils ont incinérés, ils sont dans un coffre, machin que ça. Mais j'arrive à leur parler. Je sais par validation de l'ordre de l'intime, sur 1 heure de temps de session, qu'il n'y a pas de doute possible. Cette personne-là ne sait jamais que j'ai fait ça. Voire même le défunt, ce qui arrive souvent, il te parle d'événements qui est arrivé la veille. De trucs que toi seul as vécu dans ta chambre, dans tes toilettes, dans ce que tu veux. C'est impossible. Tu fais l'équation mathématique, c'est impossible. Donc soit tu le sais pas, soit tu le sais indirectement, et éventuellement ça t'éveille sur la pratique de pouvoir rencontrer cette forme de conscientisation. Mais toi, par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé là-dessus? Tu as raconté une anecdote de rencontre, par exemple, avec des défunts, ça ressemble à quoi? Tu tournais les tables, c'est quoi l'histoire, par exemple? Alors moi, c'est par le prisme de ma femme, déjà d'une part. Qui est médium, donc, ouais. Voilà, psychologue clinicienne de base, sceptique, probablement même plus que moi, parce que académie, psychologue, voilà, thérapie, clinique, tu vois. Truc. Le freudien ou le jungien, mais Voilà, dans la matrice. on regarde l'analyse historique des gens. Comme un médecin, je dirais, allopathique, quoi. Je veux dire, Ouais. tu t'es été dans le dur, voilà, c'est la chimie qui soigne, il n'y a rien d'autre, etc. Tu vois, ok. Il n'y a rien de vibratoire à ce moment-là. Et il n'y a rien de conscience, je pense aussi non plus. Donc ma femme est devenue... en fait, avant de dire qu'elle est devenue médium, je dirais qu'elle a rencontré mon père que j'ai perdu quand j'avais 5 ans, à la naissance de mon fils. Donc il y a 10 ans, le lendemain de l'accouchement, vraiment, à l'hôpital, elle sent une main se poser, donc elle sent, clair-sentience, elle se retourne, elle le voit, tu vois, clairvoyance, et puis elle l'entend, clairaudition. Et il lui dit merci. Donc bon, elle me dit ça, je lui dis, chérie, t'es gentil, mais tu viens d'accoucher, les hormones, t'es fatigué, il va falloir se reposer. Et ça a duré comme ça pendant 3 ans. Où, sur la 4e grossesse, c'est revenu. Et là, mon père, via elle, hein, encore une fois, il est venu 4 à 5 fois dans son sommeil, l'a réveillée. Donc elle se fait réveiller. Elle se lève, elle prend des notes parce qu'il lui dit tu dois noter, tu dois prouver le contact avec Serge. C'est le trésor, il dit, the treasure. Et britannique, mon père. D'accord. C'est pour ça, hein, les anglicismes. Oui, je précise pour les gens, mais c'est franco-britannique. Oui, c'est ça. Et il lui dit, donc il y a plusieurs événements comme ça, et puis, mais moi j'étais ultra hermétique, d'un scepticisme vraiment pas cool. Et il lui dit, donc le premier truc qui m'a touché en mode, quand même, c'est quand même balèze, c'est qu'il lui a dit, light blue, there is light blue in the coffin. Donc il y a un bleu ciel dans le cercueil. D'accord ? En boucle, répété en boucle, note ça, il faut que tu le dises, machin, etc. Donc ça, elle me dit ça, pour moi c'est, ok, c'est ça, mais il n'y a rien, quoi. Light blue in the coffin, tu vois. Et puis ma mère vient à la maison, là, à Londres, à l'époque où on vivait, et je lui pose la question. Alors déjà, je ne savais même pas comment on parlait avec ma mère, tu vois. Parce que bon, déjà, c'est mon père, ça fait longtemps, etc. Et puis en plus, on parle de trucs dans son cercueil, je sais pas quoi. Bon, j'étais pas forcément très à l'aise. Et je lui dis, bon, et puis surtout, je lui dis que c'est ma femme qui dit ça. Moi, c'était à peine si je la prenais pour une folle, alors ma mère, peut-être. Et donc, je lui dis, bon, maman, Laetitia, ma femme, dit qu'il y a peut-être... Enfin, elle parle avec papa, direct, en mode, bon, on va pas... et papa lui dit qu'il y a du bleu ciel dans son cercueil. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Et puis elle lui dit, bah oui, bien sûr, avant qu'il meure, il a demandé, exigé que je l'embaume, je l'habille en fait, dans une tenue, dans une robe bleu ciel africaine traditionnelle, dans son cercueil. C'est même moi qui lui ai mise. Tu vois ? Et là, je fais, wow, ok, des couleurs, t'en as quand même pas mal. Sur le spectre, forcément, moi je suis obligé de revenir sur le rationnel, tu vois. Ouais, bien sûr. Des couleurs, t'en as combien, tu vois ? Si tu prends le truc même... des bits, tu vois, tu as beaucoup en bits, tu vois, tu as beaucoup de couleurs. Si tu prends 36 000 couleurs, ça fait quand même pas mal. Bleu ciel, tu vas me dire, tu réduis vraiment comme peau de chagrin, il y en a moins, mais dans le cercueil, s'il te plaît.
Je veux dire, il y a qu'une seule couleur. Il n'y en a qu'une seule. Mais toujours dans un coin de ma tête, c'est le hasard. Tu vois. Et après, c'est revenu, les haleines, d'où viennent les haleines, machin. Et il lui a donné, mais la description précise d'où viennent les haleines, qui est mon nom de famille, tribu du Nigeria, de Igbo, etc. Et moi, je ne savais pas. Donc, j'ai demandé de façon très candide et neutre à ma mère, est-ce que tu sais, l'air de rien, machin, les haleines, d'où ils viennent? Elle ne sait pas. Elle demande à NN, tu vois, via des spécialistes de la famille qui sont en généalogie. Et puis, il s'ensuit une petite chaîne, de WhatsApp forwardée. Et le message que j'ai reçu, c'était le mot pour mot quasiment ce que ma femme avait écrit. En se réveillant la nuit, Ouais. ce que ton père avait dit sur WhatsApp. 4 heures du matin, elle écrit. Parce que moi, je l'avais. Mm. J'avais le truc, tu vois. J'étais un peu choqué. Parce que j'avais regardé, en fait, moi-même, tu vois, Wikipédia, à l'époque, il n'y avait pas non plus EA et compagnie. J'ai regardé, tu vois, d'où viennent les haleines, les recherches, les machins, j'ai rien trouvé. Là, je me suis dit, bon, ok, on va peut-être arrêter d'être un peu un braqué défendu qui comprend rien. Je comprends pas, mais j'accepte. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir. Et ensuite, je me suis confronté à d'autres médiums. Il y a ce fameux livre de Stéphane Alix, qui s'appelle Le Test, qui a fait un peu la même chose comme ça, tu vois. Il s'est mis d'accord. Il y avait 7 objets dans le cercueil de son père, je crois, et en fait, il a vu les meilleurs médiums qui ont dû nommer en fait les objets. Et c'est le test, c'est vrai. Mm. Il était le seul à savoir. Et les médiums trouvaient en tout ou partie. Mais des objets incongrus, quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme le light blue coffin, tu vois, c'est pareil. C'est juste, ça marche. Ah, c'est fou. Qu'est-ce que, pour continuer sur ce sujet, et après on devra clôturer, parce que j'ai vu l'heure qui est passée vite là. Mais euh, tu dis que toi, tu fais des expériences de sortie de corps, tu les provoques même. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça ressemble à quoi une expérience de sortie de corps? Pourquoi tu fais ça? Alors, moi, je ne pratique pas encore parfaitement la sortie de corps. Je ne suis jamais sorti de mon corps. Ma femme est sortie de son corps une fois, donc j'ai un témoignage direct N+1. Et j'étudie énormément ce sujet, bien sûr, depuis 1 an et demi. Donc, j'ai commencé. J'ai eu les premiers symptômes de vibration où, en fait, je sens que ça va décoller. Mais je ne suis pas sorti à proprement dit. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes dans la sortie de corps. Non seulement tu rentres dans la quintessence de la compréhension de ta conscience, il n'y a pas de filtre possible. Autant ce qu'on appelle le remote viewing, qui te permet de projeter ta conscience dans un autre espace-temps, qui a été utilisé par la CIA, que j'invite à regarder d'ailleurs, ce qu'elle s'appelle the Gateway Process, du projet Stargate. Ça, c'est très documenté, ça a été déclassifié en 2016. C'est vraiment des protocoles. Le protocole de Robert Monroe, d'ailleurs, que j'utilise en fait pour ma méditation guidée, qui s'appelle Hemi-Sync, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, quand tu sors de ton corps, en fait, tu es 100% dans la contemplation de qui tu es en tant qu'âme, en dehors de ton corps physique. Tu réalises que tu es en dehors de ton corps physique, mais tu es 100% conscient. Il n'y a pas de psychotrope ou d'herbe médicinale qui altère ta distorsion ou ta perception du réel. Voire même, beaucoup d'exploreurs en fait, expliquent qu'ils sont même plus conscients que leur incarnation dans leur corps physique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ressentent même plus que tes 5 sens. C'est très étonnant. Et en fait, ça te permet de comprendre cette existence, en réalité. Le fait que, oui, ta incarnation, puisqu'en fait, quand tu meurs dans ton corps physique, ton expérience temporelle, en fait, dans ta temporalité, là, maintenant, etc., elle finit, mais tu continues. Et qu'il y a un design derrière, il y a une architecture, il y a un créateur, en réalité, tu vois. Donc, moi qui étais d'un athéisme à 200%, je comprends mieux maintenant, si tu veux, les créationnistes au sens spirituel du terme. C'est-à-dire que. Mais pour ça, il faut comprendre en fait l'énergie et la conscience. À la limite, tu vois, autant pour le côté. Je me fais la voix des sceptiques qui vont forcément écouter ce qu'on dit là, mais tu vois, à la limite, le côté découvrir ce qu'il y a dans un cercueil où tu as effectivement une preuve tangible, puisque tu as mis des choses et puis les gens le devinent justement ou pas, ou tu vois, en l'occurrence, le cas. Mais comment on peut prouver que des gens. Comment on s'assure que les gens sont pas tous des mythos, tu vois, quand ils racontent qu'ils ont fait une sortie de corps, c'est pas encore C'est prouvable. très simple. C'est très simple. Il faut qu'ils l'expérimentent eux-mêmes. En fait, je pense sincèrement que la science ne peut. Enfin, le corps scientifique ou nous, sceptico, tu vois, scientifiques cartésiens,
Si on attend de la science au sens du standard, du gold standard, en fait, qui est le double randomisé contrôlé en double aveugle, tu vois, randomisé en double aveugle contrôlé, bon courage. Parce qu'en fait, tu auras affaire en fait à des témoignages nominatifs, tu vois, enfin individuels, qui corroborent des patterns plus ou moins variés, parce qu'en fait, on a tous une expérience de vie, peut-être une mission de vie qui est différente. En fait, on n'est pas venu avoir la même perspective sur Terre, si tu veux. Donc en fait, quid du pattern? Quid en fait du pattern qui fait que c'est répétable, répété, fiable, systématiquement, modulo en fait la croyance de ce que disent les gens. Ça se trouve, ils ont fait une collusion, ils se sont tous arrangés, etc. Le protocole scientifique, dans l'état de l'art, si tu veux, pour moi, c'est une perte de temps. Et donc, pour y croire, c'est pas d'y croire, c'est de pratiquer. Et pour répondre à ton premier point, c'est pourquoi moi je vois différents saluts en fait et vertus en fait à aller sortir de son corps qui est vraiment le sans filtre. Donc en fait, si tu veux, tu t'exposes, mais tu rencontres le réel. Le réel, c'est vraiment ce que tu ne vois pas dans le champ électromagnétique. D'accord? Je te disais 0,0035%, donc il faut être humble. Tu sais que tu vois rien en fait, quasiment rien. Donc, mais c'est ce que tu vas voir quand tu vas sortir de ton corps. Tu vas voir en fait toutes les formes invisibles qui sont dans les films, les ghosts, mais en fait ce sont des formes énergétiques qui existent vraiment. Mais parfois tu as des gens qui vibrent à un taux différent et qui vont les voir, même si qui vont les voir sans vraiment les voir. C'est pas forcément strictement avec leurs yeux, ça va être avec leur perception extrasensorielle si tu veux. C'est comme s'ils avaient un sixième sens, tu vois. L'intuition féminine, c'est parfois un peu ça, c'est du téléchargement plus augmenté que machin. Mais les médiums, c'est autre chose. C'est une vibration qui est telle qui fait qu'ils perçoivent une partie de l'invisible, mais pas tout. Quand tu sors de ton corps, tu n'as plus ces filtres-là. D'ailleurs, quand tu fais des sorties, pas des sorties, mais des expériences vraiment très assistées, on va dire, avec un mushroom, un champignon ou une plante médicinale, c'est un peu ce qui se passe, mais tu as une distorsion parce que tu n'es pas 100% maître à bord. Et donc, non seulement donc, tu vas rencontrer la mort contrôlée, parce que la mort, c'est ça en fait. C'est une dissociation en fait de ton énergie vitale, donc la conscience, l'énergie, appelle ça comme tu veux, de ton corps physique. Quand tu sors et que tu induis ça, donc tu peux le créer par une mort imminente. Donc quand tu as un accident, ton corps te lâche ou tu as pris trop de kétamine, bah là, ton corps, il peut pas. Tu sors. Tu vois, moi, j'ai des copains, ça lui est arrivé. Trop de drogue, Tu sors quoi. tu peux pas. Ou un abus violent, tu vas te dissocier. Ton corps ne va pas pouvoir supporter et en fait, entre guillemets, tu es comme un peu sauvé et en fait, ton énergie sort. Premièrement, donc tu rencontres la mort de certaine façon, tu le décides, hein, c'est voulu, mais c'est contrôlé, donc tu reviens. Il n'y a pas de risque possible, sauf si tu décides de vraiment outrepasser et de franchir le cap. Deuxièmement, tu affrontes tes peurs. Tes peurs, tes démons, c'est ça dont on parle. Tous les égrégores, toutes les énergies négatives en fait, que tu t'es construit toute ton enfance, voire même les traumas de vie, tu vois, que tu as enfouis, que tu as cachés, en fait, tu n'as pas travaillé dessus, t'inquiète que tu les verras. Et si tu ne travailles pas sur toi avant, bah, ça sera fois 10 000. C'est ce qui se passe en fait dans les bad trips. Quand tu es bien guidé, etc., en fait, c'est mis de côté. Et en fait, quand tu n'as rien filtré, etc., ça peut ressurgir. Et en fait, ça, c'est vachement important d'aller travailler ses peurs pour être beaucoup plus souverain. Parce qu'en fait, si tu es libre et souverain, en fait, tu es plus fort. Et tu travailles aussi sur peut-être ta mission de vie. Une prédiction, on terminera vraiment là-dessus parce que là, on va se faire sortir pour le coup, notre corps va être sorti du studio. Ouais. On va aller retourner manger nos sardines. Nos sardines, ouais. Ouais, voilà. Une prédiction que vous avez avec ta femme, c'est que en 2026 il va y avoir une révélation importante sur les extraterrestres. Ça, tu peux m'en dire plus? Ouais, alors, écoute, c'est rigolo de parler de ça. Alors ça, c'est le côté qui va, à mon avis, pas être forcément être très compris, mais j'ai passé des années et des années à essayer de comprendre en fait les aliens, les formes, on va dire, non humaines que ma femme, au fur et à mesure de son expérience, a rencontrées. Donc ça fait toujours une sorte pas de choc, mais de ah ouais, là on en est là maintenant, tu vois, en mode mais comme je viens de tellement loin dans mon scepticisme que j'ai appris aussi à être ouvert à tout. J'ai toujours plus ou moins été ouvert, mais j'accueille. Tu vois, j'étais dans le déni, dans le refus. Maintenant, j'accueille et puis on verra bien. Donc, je me fais ma petite sauce et après, j'ai une approche bayésienne qui vient faire que de la convergence en fait d'informations. Et en effet, parce que j'ai un score qui est important pour ma femme nécessairement parce que j'ai pu la vêter, tu vois. J'ai pu vérifier tellement des centaines de fois la véracité de ses propos via des amis aussi entrepreneurs qui l'ont eu comme médium. Hein. Elle ne pratique plus aujourd'hui pour l'instant, mais que je sais par leur feedback que c'est ahurissant. Tu vois, je sais ça de toute manière. Bref.
Et que elle est donc dans les médiums qui sont, on va dire, capables de canaliser comme elle le fait. Il n'y en a pas. Hein. Les gens peuvent regarder en ligne. Il y a plein de channelers, on appelle ça. Il y a cette partie, donc il y a les défunts, les gens que tu as côtoyés, même les animaux décédés, etc. Ça marche aussi. Et puis tu as un truc que moi j'avais jamais imaginé, même pas en rêve, parce que c'est pas ce que j'ai vu dans le prisme fictif Hollywood et compagnie. Enfin, même, je dis ça, mais en même temps, c'est pas tout à fait le cas. C'est ce qu'on appelle les galactiques. Donc les galactiques, c'est, on va dire, pour schématiser, c'est tout ce qui n'est pas de la race humaine. Donc c'est les trucs, soit que tu vois dans les livres d'enfants, ou les trucs qu'on a toujours entendu dire, qui sont plus ou moins mythologiques, mais qui en fait se voient quand tu es élevé à pouvoir communiquer avec ça. Comme des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, des trucs comme ça. Enfin, bon, moi, ça, c'était du chinois quand même. Mais vraiment, pour avoir mangé ça ces dernières années, mais non-stop, rencontrer des gens, etc., le pattern, il est clair et net. Par contre, tout le monde n'est pas apte à pouvoir canaliser et rencontrer ça. Et donc, elle a eu l'information, pour finir et répondre à ton point, qu'elle a eu l'information donc, psychique, hein, donc, on va dire, du monde spirituel, qu'il sera rendu évident pour l'humanité d'ici 2026-2027. Il sera comme devenu normal que l'humain sur Terre n'est plus le seul être intelligent. Il existe d'autres extraterrestres ou aliens. Je préfère aliens parce qu'extraterrestre, ça veut dire que c'est en dehors de la Terre. Je pense qu'il y a Ils sont sur Terre, quoi. Je pense que, en fait, encore une fois, il faut imaginer ça comme une vibration. Si toi, tu ne vois que 0,0035% du spectre, qu'est-ce que tu vois ? Bah, tu vois pas grand-chose. Et je pense qu'il y a des civilisations qui vibrent sur un auto-vibratoire dans le spectre, que toi, tu ne vois pas avec tes yeux, mais que les médiums peuvent voir. Et après, on peut s'en rentrer dans les dimensions qui sont des plateaux de vibrations autres, qui ne sont pas forcément sur le même plan terrestre. Bon, là, c'est autre chose. Et je pense qu'en fait, il y a une communication vibratoire qui s'opère entre différents mondes, et que certains savent... il y a même des mondes, je pense, qui sont même dans les océans, dans différentes montagnes, cachées, peut-être pas de nos radars, ça dépend comment ils se protègent. En tout cas, ils ont, je pense, une intelligence qui leur permet de se protéger énergétiquement de différentes projections, en fait, soit holographiques, soit de radars X, Y, Z. Et de toute façon... Et Trump a vraisemblablement prévu un speech pour le 8 juillet. D'accord, c'est ça, oui, en plus, oui, ce que j'allais dire, ouais. Dans la sphère de ce type-là. Il a déclaré qu'il révélerait quelque chose. C'est un leak, c'est plus un leak, en fait, sur les spécialistes UFO et compagnie, tout ce qui est OVNI. Comme quoi, il aurait préparé un speech de divulgation, comme quoi l'espèce humaine n'est pas seule sur Terre et que Roswell, c'était pas juste une vue de l'esprit ou un hoax, tu vois. Bon, bah écoute, on ira voir ça en juillet, on verra si bien, Donald nous sort une dinguerie ou pas, quoi. On se fait le débrief post-podcast. Un mot pour la fin, pour les gens, une invitation, un truc à faire, un truc, vraiment là, pas de développement, mais juste un truc parmi tout, le sommeil, la nutrition, le jeûne, s'ils doivent commencer par un truc, c'est quoi ? Pour vivre plus longtemps ? Moi, je pense que c'est d'incorporer, donc c'est de gagner en souveraineté, et pour ça, commencer à jeûner, c'est top. Le jeûne. Et s'ouvrir à qu'est-ce qui est toxique dans leur nutrition et leur eau aussi. Donc l'eau est un facteur important qui est souvent sous-estimé. Et de façon un peu plus large, je dirais vraiment qu'ils ne sous-estiment surtout pas les ondes électromagnétiques de tous les devices qui sont chez eux. Oui, donc sortir tous les devices, en particulier de la chambre à coucher, essayer de mettre l'ordinateur, le téléphone, etc., les sortir ou au minimal mettre en mode avion, quoi. Ouais. Mais je dirais que se connecter au moment présent, c'est d'essayer de développer sa spiritualité, enfin sa méditation. Méditer, respirer, se vider l'esprit en ayant des expériences de recentrage, les yeux fermés, comme n'importe quelle méditation, qu'elle soit guidée ou pas. Et puis de se faire rembourser le médium par la sécu, quoi. C'est génial, ça. Mais on apprendrait tellement sur nous-mêmes d'aller voir un médium. Moi, ça me donne envie. Hein. De confiance. On en parlera en off. Ouais. Merci beaucoup, Serge, pour ce témoignage inspirant. Sur une autre vibration que d'habitude, où je parle que de thunes avec des entrepreneurs. Là, au moins, ça va poser mon truc. Merci, Serge. Merci beaucoup.